Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Christian Perrier. Il a été infirmier en psychiatrie. Les gens qui sont dans l'hôpital psychiatrique me font moins peur que les gens que je croise dans la rue. À l'hôpital psychiatrique, si tu veux, ils ont été diagnostiqués. Et moi, quand je suis dans la rue, j'ai plus peur parfois de la bizarrerie des gens que je rencontre, si tu veux. À l'hôpital, je me suis jamais senti en danger à l'hôpital psychiatrique. Ah ouais? Comment ça se passe pour des mecs qui ont passé 20, 30 ans, 40 ans, tu disais même, dans un hôpital psychiatrique, quand ils sortent? Ils peuvent plus sortir. Alors c'est une dame de bonne famille, hein. Si tu veux, elle s'imagine que son mari s'est réincarné en elle sous la forme d'un ver solitaire, et là ça va faire rire tout le monde, qui respire par son anus. Camisole de force, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est? C'est une perte de liberté gigantesque. Est-ce que tu connais des maladies, toi, qui nécessitent 30 ans, 40 ans d'hospitalisation? Certaines maladies mentales. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Christian Perrier. Il était en psychiatrie, il a été infirmier en psychiatrie dans un hôpital psychiatrique pendant plus de 20 ans. Il a sorti un livre auto-édité où il raconte pas mal d'anecdotes de ce qui lui est arrivé avec des patients qui ont vécu des choses difficiles. Parfois, il explique comment ils sont arrivés là pour essayer de comprendre aussi leur parcours, l'empathie qu'il faut aussi poursuivre au quotidien et tout ce qu'il a vu de plus incroyable durant sa carrière. Aujourd'hui, il est formateur, il forme les aides-soignants. Il va nous raconter son parcours. En tout cas, merci d'être là. Abonnez-vous à notre chaîne juste avant de commencer si vous voulez bien sur YouTube. Vous pouvez vous abonner, ça nous aide à avoir des invités de plus en plus exceptionnels, différents, originaux. En tout cas, vous êtes tous les bienvenus aussi. Tous les mercredis, vendredis et dimanches, on vous met 3 interviews ou documentaires sur Légende et en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Amazon Podcast. Merci de faire de Légende le premier podcast de France en audio. Vous pouvez les mettre comme ça sur la route. Si vous êtes au sport, par exemple, en train de courir, merci d'être là chaque semaine, plusieurs fois par semaine avec nous sur Légende. Et c'est parti avec Christian, qui s'appelle Christian Perrier sur Légende. On y va. Bonjour, je m'appelle Christian Perrier, je suis infirmier de secteur psychiatrique. J'ai travaillé pendant 20 ans dans un hôpital psychiatrique. 20 ans à rencontrer des gens. Et maintenant, ces histoires-là, je vais vous les raconter aujourd'hui à Légende. Ben voilà, bienvenue Christian, merci. On sent que tu as un accent du nord de la France. C'est ça. Tu es d'où? Je suis né à Avignon. Avignon? J'ai passé 2 ans à Carcassonne en sport-études de rugby. Et là, tu es monté, tu as fait l'aller-retour exprès pour venir vous voir. Légende. Merci beaucoup. On va parler du coup de psychiatrie. Tu as été infirmier pendant 20 ans dans un hôpital psychiatrique, c'est ça? Un peu plus. Aujourd'hui, tu es formateur. Tu es formateur pour faire quoi exactement? En fait, je forme des aides-soignants. Les aides-soignants de demain, en fait, des élèves qui rentrent en formation et qui ont 1 an de formation. Et là, je suis devenu un formateur généraliste, en fait. Et dans le cadre de cette formation-là, j'enseigne encore la psychiatrie et je fais des formations dans l'hôpital où je travaille, c'est-à-dire à Montfavet, sur la psychiatrie. Tu vas nous raconter, tu as fait plein de trucs. Tu as un patient qui pensait parler aux extraterrestres à cause du cannabis. On va parler des drogues aussi, de ce que ça peut faire sur les gens. Et tu vas nous raconter de ce que tu as vu. Tu as une patiente qui parlait à son ver solitaire, qui a été exorcisée par sa famille. Tu as vu des cas. Tu racontes dans un livre que tu as auto-édité, tu t'es amusé à écrire, tu m'as dit je suis pas écrivain, je ne me prends pas pour un autre, mais je me suis amusé à mettre ça sur papier et tu le vends sur tes réseaux sociaux, tu l'as même pas mis en vente dans un éditeur, ça s'appelle Les Oubliés, voilà, de Christian Perrier. Je mettrai un lien si jamais tu veux nous donner un lien pour ceux que ça intéresse. J'imagine que vous êtes nombreux à avoir envie de lire aussi ce genre d'histoire. Enfin, tu as vu vraiment des choses, mais tu dis un truc étonnant, tu dis les gens qui sont dans l'hôpital psychiatrique me font moins peur que les gens que je croise dans la rue. Oui, alors à l'hôpital psychiatrique, si tu veux, ils ont été diagnostiqués. On a dit, ils sont malades, ils sont schizophrènes, paranoïaques. Enfin, je ne suis pas là pour faire des grandes leçons de psychiatrie, si tu veux. Mais moi, quand je suis dans la rue, j'ai plus peur parfois de la bizarrerie des gens que je rencontre, si tu veux. Parfois, je me sens moins en sécurité. Alors, c'est sûr que ça m'appartient à moi. À l'hôpital, je me suis jamais senti en danger à l'hôpital psychiatrique. Ah oui? Non. Tu dis là où, dans la préface de ton livre, tu dis, là où humour et folie cohabitent. Tu rigoles au boulot? Ouais. Tu rigoles avec eux? Avec eux. Pas d'eux, avec eux? J'essaie de rigoler avec eux, mais pas d'eux. C'est tout à fait ça, Guillaume, tu as raison. La question, c'est quand il y a des patients qui délirent ou qui entendent des voix sur des trucs. Tu as vu certaines histoires, comme cette dame qui est envahie par un ver solitaire, par exemple. Il y a des fois, c'est tellement énorme, et c'est tellement complètement en dehors de la réalité. Alors, c'est vrai qu'on apprend aux élèves à ne pas délirer avec les malades. Mais parfois, c'est un peu compliqué, et c'est tellement fou, si tu veux, que tu te laisses embarquer dans ces histoires-là. Est-ce que tu vas nous raconter après des anecdotes, mais est-ce que quand tu es face à quelqu'un qui est dans un délire, tu disais, parle à son ver solitaire, est-ce qu'en tant que soignant, tu leur apprends, parce que tu es formateur, donc c'est parfait, on peut te poser ces questions-là, est-ce que tu dois faire semblant de l'entendre aussi, le ver solitaire, de rentrer dans son jeu en quelque sorte, ou est-ce que tu dois lui dire, madame, là, il n'y a rien du tout, vous délirez, tu vois. Comment est-ce que tu dois l'apprendre? Alors, ni l'un ni l'autre. Moi, j'aime un terme qui s'appelle être ambassadeur de la réalité. Ok?
Ambassadeur, en réalité, c'est que toi et moi, le ver solitaire, on ne le voit pas. Si tu me dis que tu le vois, ver solitaire, tu es aussi fou que moi qui suis possédé par le ver solitaire. Donc là, surtout pas. Deuxièmement, surtout, ne pas nier que moi, je le ressens, le ver solitaire. Et quand tu es ambassadeur, en réalité, tu vas dire au patient, mais moi, j'entends ce que tu me dis. Mais je ne le vois pas. Mais moi, je ne le vois pas. Et tu peux être sûr que ta relation avec le patient, elle va être de qualité. Tu disais parfois, c'est-à-dire quoi être fou? On entend ce mot qui est plus utilisé aujourd'hui en psychiatrie. Qu'est-ce qu'on utilise comme terme et qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs définitions. Aujourd'hui, si on parle de maladie mentale. Et dans ces maladies mentales-là, en fait, c'est un grand panel, si tu veux. Il y a des maladies où les gens sont conscients qu'ils souffrent. Et il y a des gens qui sont conscients qu'ils ne souffrent pas. C'est pour ça qu'on te différencie ce qu'on appelle les névroses et les psychoses, en fait. Les psychoses, c'est la schizophrénie, la paranoïa. Et les autres, c'est des maladies comme l'obsession, par exemple, les gens qui ont des TOC. Ah oui, d'accord. Okay. Mais ça, je crois que quasiment, j'avais vu un truc l'autre jour, quasiment tous les Français ont des TOC. Alors après, ça peut juste être mettre l'interrupteur vers le haut, je sais n'importe quoi. C'est des trucs qui te rassurent, en fait. Oui, mais pas forcément des trucs qui te font faire 100 km pour aller appuyer sur un bouton, quoi. En fait, c'est ta personnalité, la façon dont tu as été construit, si tu veux. Moi, j'ai pas des TOC, mais je vérifie de temps en temps, et en vieillissant de moins en moins. Okay, j'ai d'autres traits de personnalité. Mais là, si tu veux, en venant ce matin te voir ici, à Paris, je ne suis pas redescendu du train à la gare pour vérifier si mes fenêtres étaient fermées. Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, c'est une sorte d'intensité, si tu veux. Sauf que malheureusement, les gens que j'ai côtoyés, moi, à l'hôpital psychiatrique, si tu veux, ils souffraient de maladies graves. De maladies, qu'on va dire, qui se soignent, mais qui parfois ne se guérissent pas. Tous ces gens, et tu as cité le livre tout à l'heure, la plupart des maladies ne se guérissaient pas au sens de la guérison. Toi, tu vas faire un état grippal, on va te donner un traitement, tes symptômes vont disparaître. Malheureusement, dans certaines maladies psychiatriques, les symptômes ne disparaissent pas. Alors, juste avant que tu nous racontes une anecdote là, énorme sur ton premier patient, toi, tu es né en 64. Pour comprendre le parcours, comment tu t'es retrouvé à travailler dans un hôpital psy aussi, c'est intéressant, en 64. Donc, tu vas commencer après comme infirmier, et le jour de tes 20 ans, tu vas commencer à travailler. Est-ce que tu vas commencer à travailler dans un hôpital psychiatrique direct ou tu vas commencer comme infirmier classique? Alors, le jour de mes 20 ans, je rentre à l'école d'infirmier de secteur psychiatrique, diplôme qui a disparu depuis 1992. Il n'y a plus d'infirmier psychiatrique. Il n'y a plus d'infirmier tout court. Voilà, tu as un dinosaure devant toi, là, et une espèce en voie de disparition. Tu as 61 ans aujourd'hui. Ouais. Tu les fais pas. Hein. Bah, ça, c'est gentil. Et donc, si tu veux, je rentre en formation pendant 3 années, donc 3 années d'études d'infirmier, mais spécialisé en psychiatrie. Et après, j'ai eu la chance de faire service militaire à l'hôpital d'instruction des armées Lavéran à Marseille. Et là, j'ai continué pendant la psychiatrie militaire pendant 1 année. Expérience enrichissante, elle aussi, comme l'étaient mes 3 années d'études, en fait. Donc moi, je suis spécialisé en psychiatrie. On va parler, oui, tu as aidé les gens pendant le service militaire, en psychiatrie. Ouais. Tu as vu des trucs de fou, on va en parler dans 2 secondes. Juste avant, premier cas, parce que tu es en stage avant de commencer, tu parles dans ton livre de Émilie. Est-ce que tu peux expliquer qui est Émilie? Est-ce que tu as fait avec elle? Comment tu as pu l'aider? Est-ce qu'elle a fait avant aussi, malheureusement? Alors, Émilie, c'était une patiente, une bergère, si tu veux, qui vivait dans la montagne avec ses moutons. Et elle entendait des voix. Elle était un peu hallucinée, cette dame-là. Mais des voix qui la persécutaient au quotidien. Et en fait, les voix lui disaient de tuer ses maris. Donc elle avait, zigouillé ses 2 premiers époux, si tu veux. Attends, mais elle n'était pas en prison après avoir tué le premier? premier? Alors, c'est l'histoire de la responsabilité. Il y a un article de loi en France qui dit que si tu as perdu la raison au moment où tu fais l'acte, etc., c'est l'article aujourd'hui L64 du Code de procédure pénale qui dit qu'au moment des faits, si ton discernement était altéré, si tu veux, tu vas avoir des experts psy qui vont décider que tu étais malade au moment des faits. Donc, ce n'est pas la prison, c'est l'hôpital psychiatrique. Ce qui est difficilement compréhensible par le grand public, on peut l'entendre. Hein. Tu as ton enfant qui, malheureusement, a été agressé ou tué par un patient atteint de schizophrénie. Tu ne comprends pas pourquoi le patient ne va pas en prison. Comme tout le monde. Comme tout le monde, en fait. Mais ça, c'est le travail des experts. Okay, donc, elle, si tu veux, elle s'était retrouvée ce qu'on appelle dehors, en unité pour malades difficiles, si tu veux. Donc, elle a passé sa vie à l'asile d'aliénés. Et quand je la rencontre, moi, toujours persécutée, hein, je te rassure, elle a un délire. Dis encore asile. Alors, moi, je l'emploie pour faire la différence entre l'asile psychiatrique et l'hôpital de maintenant, si tu veux. Moi, je suis arrivé à l'hôpital à la fin de l'asile. J'ai connu, moi, encore les grands dortoirs à 20 patients. Ah là là. Ce qui était une horreur absolue. L'individualisation des chambres n'est venue que plus tard. L'humanisation, ouais. Ouais, l'humanisation, tu as raison, ce qui va avec. Et donc, je rencontre cette femme-là, moi, qui est persécutée et qui a un délire de filiation, si tu veux. Tous les enfants qu'elle voit, tous les hommes qu'elle voit sont ses fils. Et malheureusement, ou bien heureusement, ou j'en sais rien, si tu veux, son nom de jeune fille était le même que le mien. Alors, tout à l'heure, on parlait de ce qui était réel ou pas réel. Comment veux-tu faire comprendre à cette dame
Puis tu t'appelles Perrier aussi. Et qu'elle aussi. Donc, si tu veux, son fils, il existait vraiment, c'était moi. Oh, putain. Alors, qu'est-ce que je fais de ça, moi? Elle a tué ses 2 maris avant, Ouais. tu dis. Mais elle était dangereuse avec toi? Tu sentais qu'il y Pas avait... du tout. Moi, elle me couvait, elle surveillait mon vélo, elle avait un bâton, elle tapait tous les autres patientes qui venaient toucher ma bicyclette. Et quand je raconte ça à ma maman, moi qui étais toute petite, elle me dit, mais qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? À travailler là-bas, ouais. Ouais, mon père me disait, mais tu finiras fada comme eux, quoi. Et donc, cette dame s'est occupée de moi pendant 1 mois. Mais le malheur dans l'histoire, c'est que mon stage s'est terminé. Et ouais, Ah oui, donc tu dois partir du jour au je lendemain. dois partir du jour au lendemain. Donc tu l'expliques que tu t'en vas? Non, Ah ouais, c'est vrai. non. Ah, tu dis à demain, madame. Ouais. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, si tu veux? Le lendemain, elle pète les plombs, elle casse tout. Oh. Et à aucun moment, tu te retrouves avec cette dame-là, tu oublies pas, parce que tu restes soignant, Oui. tu oublies pas qu'elle a tué quand même 2 personnes. Oui, Ça reste un fait. Quand mais même. elle est malade. Oui. Et donc tu sais qu'elle peut aussi vriller vers toi ou... Est-ce que tu lui tournes le dos, par exemple? Jamais. Ouais. Ah, jamais. Mais non. J'ai plus peur dans la rue, des fois, je te dis. La seule fois où j'ai été agressé en 20 ans de carrière, si tu veux, c'est que je l'avais bien cherché. Oui, c'est un patient qui était agité, qui s'était calmé, qui était persécuté. Et je sais pas, j'ai dû dire une phrase dans le sens de la persécution. Et en fait, il s'est senti agressé. Il m'a mis une tarte. C'est la seule fois en 20 ans. Où t'as été agressé? Ouais, mais c'est même pas d'agression. En gros, j'aurais dû faire attention à mes mots. Et pourquoi il avait tué son mari, du coup? C'est juste des C'est voix? les voix. Il avait rien fait, le mari? Il avait dû la regarder en travers. La problématique de la persécution, c'est que un patient qui est persécuté, tout objet ou tout acte peut devenir persécutif. Mais elle les tuait comment? Comment elle fait? Elle les zigouillait avec un couteau. Le couteau qui lui servait à tailler ses morceaux de bois quand elle gardait ses moutons et ses chèvres dans la montagne. Dans leur sommeil? Alors ça, les faits, je ne me rappelle pas, si tu veux. Elle avait un opinel bien taillé, je me rappelle encore. Et c'était quoi son trouble, à elle? C'était trouble de la persécution. Une psychose avec des troubles de la persécution. Est-ce que tu l'appelais maman? Surtout pas. Non, tu rentrais pas dans son truc? Et non. Parce que alors là, sinon, je suis fou comme elle, moi. Parce que de vraie mère, j'en avais une, si tu veux. Et elle, c'était qu'imaginaire. Elle n'avait jamais eu, malheureusement, pu avoir d'enfant, si tu veux. Donc tout était délirant autour de ce truc. T'as eu des nouvelles d'elle quand t'es parti à un moment donné? Donc tu dis tu repars, c'est la fin de ton stage, Ouais. tu vas travailler pour le service militaire, on va en parler. Est-ce que t'as des nouvelles de cette dame? Est-ce que tu continues de prendre? C'est une patiente qui est décédée malheureusement aujourd'hui. Non, je ne suis pas retourné. Pour réenclencher quelque chose. Jamais. Mais non, surtout Non, mais tu pas. aurais pu demander à tes anciens collègues, savoir comment elle va, machin, non? Je voulais pas. C'était trop compliqué. Est-ce que t'es déjà venu ami avec un patient ou une patiente en hôpital psychiatrique? Alors, ami, non. À revoir après? Non, pas du tout. Par contre, il faut que tu saches, c'est que je vivais plus à l'hôpital psychiatrique que dans ma propre famille. Hein. Tu travailles pendant 8 heures, le temps que tu rentres à la maison, si tu veux, ma vie à moi, c'était une vie d'enfermement. Comme tous les infirmiers psy, par exemple. Dans les unités fermées, tu es plus au quotidien. Tu es 8 heures présent auprès des patients. Ils sont là. Donc après, tu vas au service militaire en tant qu'infirmier. Ça va être en 1988. Tu as donc 22 ans. Tu vas t'occuper d'un garçon qui s'appelle Henri. Est-ce que ça veut dire quoi, infirmier psychiatrique dans une caserne, en fait? Alors, c'est des infirmiers, si tu veux, qui sont dans les services de psychiatrie militaire. Donc moi, j'étais en service de psychiatrie militaire à l'hôpital d'instruction des armées Lavéran, où il y avait des patients dangereux, considérés comme dangereux, ou qui avaient eu des réformes graves. C'est les réformes P, ça s'appelait comme ça à l'époque. Ouais, les P4. Les P4 et les C'est P5. ceux qui ont le droit de ne pas faire le service militaire parce qu'ils étaient considérés comme dangereux. Alors, dangereux ou avec des troubles psychiatriques graves, si tu veux. Et donc, ce jeune homme-là que je rencontre, en fait... Réformé. Ouais. Alors, la problématique à l'époque, c'est que les gens qui sortaient avec des réformes psychiatriques, et ça, ces jeunes appelés du contingent ne le savaient pas, ils ne pouvaient pas prétendre plus tard à un emploi dans la fonction publique. Et ça, ils ne le savaient pas, si tu veux. Alors, il y avait ceux qui simulaient certains actes. T'en as vu, toi? J'ai fait des défenestrations, enfin, des trucs de ouf. Hein. Un gamin qui se jette par la fenêtre parce qu'il ne veut plus faire l'armée. Se faire des phlébotomies avec des tessons de bouteilles, etc., des trucs gravissimes, où après il perdait l'usage des mains parce que la chirurgie esthétique et plastique n'était pas celle d'aujourd'hui, tu vois. Et il y avait des patients avec des troubles graves comme lui, par exemple. Lui, si tu veux, il se prenait pour un oiseau. Alors, je ne sais pas si tu connais le film. Oui, il faisait pas semblant. Ah non, il volait. Et en fait, ce garçon ne se nourrissait que de graines de tournesol et d'ail. Voilà où c'est qu'on en était. Il survivait quand même? C'est pas l'histoire qui survivait ou pas, si tu veux, c'est qu'il mettait en difficulté l'ensemble du contingent, si tu veux, et en fait, on passait notre temps à marcher. Avec lui? Ben, marcher avec lui au pas, mais il savait pas marcher au pas, lui. Donc, c'était un peu le souffre-douleur. Et ce garçon, en fait, si tu veux, il me faisait penser à
un film il y a quelques années, il s'appelait Birdie, avec Matthew Modine et Nicolas Cage. C'était un polytraumatisé de la guerre du Vietnam. Et, je sais pas, et sur la jaquette du DVD, on voit le monsieur en position d'oiseau, si tu veux. Moi, je l'avais, l'oiseau. Putain, c'est fou. Mais avec ses parents, il était comme ça avant l'armée ou c'est je pense que ce garçon avait déjà des troubles, si tu veux. Il vivait dans le nord de la France, à la campagne avec ses parents. Et l'armée, si tu veux, a été le facteur déclenchant de la maladie mentale. Oh. Il a fait ce qu'on appelle une bouffée délirante aiguë, si tu veux, c'est un état psychotique aigu. Il a pété les plombs. Il a pété les plombs. Il était normal à peu près en arrivant. Alors, normal, je sais pas. Il se prenait pas pour un oiseau. Je sais pas. Si, il mangeait son ail et ses tournesols. C'était son alimentation. Donc déjà, ça peut laisser interrogatif. Mais après, de péter les plombs, si tu veux, à ce point-là, et il se prenait pour un oiseau. Donc il volait dans les couloirs de l'hôpital militaire. Et moi, j'ai eu la grande chance, c'était une magnifique expérience, de faire un aller-retour Marseille-Saint-Charles, Paris-Gare de Lyon, Gare du Nord, avec un oiseau dans le train. Putain, incroyable. Il mesurait 2 mètres, hein. Tu vois l'envergure? Mais il faisait quoi dans le Il volait. train? Tout le temps? Il volait, ouais. Et là, quand tu es assis avec une personne, comme ça, en bouffée délirante, tu te prends pour un oiseau pendant tout un trajet, tu préviens les gens à côté. Alors j'ai prévenu parce que moi j'étais en tenue militaire, si tu veux. Ah, déjà, il voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, si tu veux. Mais si tu veux, il mettait en danger personne. Il était pas méchant. Mais non, il était dans son univers. Et il parlait aux gens ou pas du tout? Pas du tout, il était dans son truc. Dans son univers. Et toi, quand tu disais on y va, oui, mais moi on avait une relation un peu particulière, si tu veux, parce qu'avec ce garçon. Mais donc c'est moi qui ai fait ce fameux rapatriement sanitaire pour une hospitalisation en hôpital psychiatrique civil. Putain. Et on l'a sorti de l'hôpital militaire et on l'a hospitalisé en hôpital civil. Et c'est à cause donc de... Apparemment, il aurait été humilié, ça aurait accéléré son truc. Alors je ne sais pas si ça a accéléré ou pas, mais c'est vrai qu'il était humilié, si tu veux, parce que c'était le souffre-douleur du contingent. Grâce à lui, je ne sais rien, c'est comme ça que je le vois moi, mes copains militaires me disaient va t'occuper de l'oiseau parce que c'est toi l'infirmier psy. Okay, donc ça veut dire qu'avec ce garçon, on ne pouvait jamais aller manger avec les autres. Et oui, parce qu'on marchait. Comme on ne savait pas marcher et qu'il ne savait pas marcher, le maréchal des logis de l'époque nous faisait tourner autour du baraquement tant qu'il n'entendait pas qu'une seule boucle de nos rangers. Donc en fait, il se faisait humilier, il se faisait parfois frapper par d'autres. Enfin, on a été là-dessus. Bon. C'est gravissime. Et pourquoi il n'est pas réformé, un mec comme ça? Alors il a été réformé, parce que moi je l'ai re-rencontré après. À la réforme, si tu veux, j'ai fait mes classes avec lui. À Carpiagne, au régiment de chars. Et après, quand j'ai basculé sur l'hôpital militaire, si tu veux, je l'ai revu à l'hôpital militaire, et c'est de là qu'on a fait la réforme, qu'on a fait le rapatriement sanitaire. Et après, tu as le chef de ce mec-là. Ouais. Ah non, alors déjà, tu as une semaine de permission, une médaille de bronze de la Défense nationale pour ça, parce que tu l'as accompagné. Ouais, c'est très rare qu'on appelle du contingent et ait été médaillé. Et le colonel voulait me faire signer un contrat d'engagement à l'armée. Et comme j'étais déjà fonctionnaire hospitalier, je ne pouvais pas m'engager dans l'armée. Le maréchal des logis qui avait humilié Henri, qui était son chef, un jour vient te voir. Alors c'est pas qu'il vient me voir, c'est qu'il est ramené par la police militaire parce qu'il était un peu alcoolisé, il avait des propos incohérents au casernement, si tu veux, et la police militaire nous demande de l'isoler en service de psychiatrie, le temps un peu de le remettre sur pied. Et là, je me suis, on va dire, mal comporté avec lui, c'était un peu de la maltraitance. En fait, je l'ai mis en chambre d'isolement et je lui ai donné des traitements un peu sédatifs. C'est-à-dire quoi? Ça s'appelait des neuroleptiques, en fait, des médicaments qui vont baisser ton angoisse et te faire un peu dormir, si tu veux. Et quand les médicaments eurent fait effet, j'allais dire, je me suis permis de lui dire que peut-être que les doses que je lui avais données, alors là, ça va faire hurler sûrement les gens qui vont regarder la vidéo, et c'était pas nécessaire, mais que c'était insupportable le sort qu'il avait réservé à ce pauvre garçon qui était seulement malade. Voilà. Alors... Là, tu parles de cas schizophréniques, du coup. Tu disais, c'est de la schizophrénie. Ouais. Il existe plusieurs types de schizophrénie. Alors, je ne sais pas s'il existe plusieurs types de schizophrénie. Il existe une schizophrénie et des schizophrènes. Alors, c'est une maladie, si tu veux, qui est gravissime. Avec différents modes d'entrée, si tu veux. Ils sont classés par 5 intensités de symptômes, je crois. Il y a ce classement. Ouais, alors ça dépend. Ouais. Enfin, moi, si tu veux, c'était plutôt la schizophrénie, mais surtout la façon dont le patient exprime la maladie. Il faut savoir, je ne sais pas si les statistiques sont toujours les mêmes, c'est que c'est à peu près 1% de la population française la schizophrénie. Et quand tu calcules, ça fait autour de 600 à 650 000 personnes. C'est pas si anodin que ça. T'en as une aussi, une jeune fille qui était schizophrène, une schizophrène débutante, tu dis. Oui. Qui va fumer ses cours au bac. Ouais, alors elle va fumer ses cours au bac, si tu veux, parce qu'elle pensait que, alors là c'était très hallucinatoire aussi, hein, elle pensait qu'elle apprendrait mieux en fumant les cours.
Donc, ouais, toi, ça te fait rire. En fait, elle fumait les... Je ne m'attendais pas à la raison, j'avais pas la raison. Non, mais ne cherche pas, ne cherche pas à donner de la raison à la folie. Et pensait aspirer les maths. Non, elle fumait les maths, elle pensait qu'elle aurait réussi. Mais c'était les cours par le CNED, si tu veux. Le problème, c'est que vu qu'elle... les cours à distance. Voilà, mais comme elle fumait, elle ne pouvait pas répondre aux cours. Donc, elle fumait du shit, du cannabis? Ah ouais, elle mettait le cannabis dans ses feuilles de cours. Ouais. Et quand elle avait fumé tous les cours... Elle faisait les spliffs avec ses cours de... Voilà, ouais. Elle fumait les pages jaunes de l'annuaire. Putain. Alors, les pages jaunes de l'annuaire, c'est du plomb, hein. L'imprimerie. Ça lui défractait la tête, hein. Et alors là, c'était... Et donc, elle est venue pareil, en hôpital psychiatrique? Ouais, pour état psychotique, schizophrénie. T'en as vu beaucoup en tant qu'infirmier en psychiatrie, des gens qui ont vrillé à cause du cannabis? Oui. On ne sait pas si c'est des légendes urbaines, le cannabis, qui rend vraiment fou. Moi, je peux te parler que de ce que j'ai connu. Le cannabis chez un adolescent qui est fragile, si tu veux, qu'on va dire pré-psychotique, c'est-à-dire il est presque en train... Tous les ados sont bizarres, on est d'accord? Mais celui-là est encore plus bizarre que les autres. Okay, le cannabis peut être un des facteurs déclenchants de la maladie. Comme toutes les drogues hallucinatoires, hein. Le LSD, c'est pareil. Tout ce qui peut te provoquer de l'hallucination ou t'amener... Mais le LSD, c'est moins répandu quand même que le cannabis, j'ai l'impression. Je sais pas. Donc le cannabis, tu dis, ça peut faire vriller? Ça peut être un des facteurs. C'est surtout c'est pas le cannabis en lui-même, hein, c'est le tétrahydrocannabinol qui est la molécule, etc. T'as vu des gens rester bloqués toute leur vie? Oui. Ouais. À cause du shit? Oui. Du cannabis? Ouais. Bloqués. Ils sont toujours à l'hôpital psychiatrique. Hein. Parce que quand tu as des allus et que tu délires... Ouais, c'est important ce que tu dis. Ouais. Et donc, cette fille-là, vient d'une famille plutôt bourgeoise. Ouais. Elle était censée reprendre l'affaire notariale, d'ailleurs, de notaire. Ouais. Est-ce qu'elle va pouvoir le faire? Non, on l'a pas pu. À cause du shit? Elle n'a pas pu. Et du coup, elle a fait quoi? Je ne sais pas. Elle était toujours à l'hôpital psychiatrique? Ouais, alors après, elle était suivie, si tu veux, à l'hôpital de jour, hein, donc elle venait plus à l'hôpital psychiatrique, elle était suivie sur une antenne de l'établissement. Elle venait en consultation, chercher ses médicaments. Comment tu l'aides, cette fille-là, toi, en tant qu'infirmier? Au quotidien ouais. Déjà en acceptant ce qu'elle est, premier truc. En essayant de gérer l'angoisse avec elle, parce qu'on ne peut pas s'imaginer, toi et moi, nous, on peut être angoissés. J'étais un peu angoissé ce matin, moi, avant de venir. Mais je l'ai géré, mon truc, etc. Là, c'est les angoisses. Imagine ton cerveau, Guillaume, comme un puzzle, avec des morceaux du puzzle, mais qui ne sont pas au bon endroit. Eh bien, c'est ça. Imagine-toi ce matin, quand tu étais dans ta salle de bain, tu ne vas pas te reconnaître. Ils se reconnaissent pas parfois? Parfois, ouais. T'as de l'empathie pour eux? Ouais. En tant que soignant, pour faire ce métier pendant autant d'années? Ouais. Pour rester 8 heures enfermé avec des patients souffrant de maladie mentale, ouais. C'est pour ça que... Alors, là, ouais, je vais peut-être me mettre à dos plein de jambes, c'est pas grave. Je pense que c'est une connerie d'avoir supprimé le diplôme d'infirmier du secteur psychiatrique. Je pense qu'il faudrait qu'aujourd'hui, nos dirigeants, surtout au niveau des ministères et de la formation, réfléchissent à nouveau à pourquoi pas créer une spécialité. Je ne pense pas qu'on s'improvise infirmier à l'hôpital psychiatrique. Pour ailleurs, tu vas me dire, c'est pareil, hein, mes copains de cardiologie, de réanimation, etc. Bien sûr. C'est métier. Mais c'est quand même particulier. Je crois qu'il faut avoir déjà une capacité d'empathie, d'écoute et surtout de remise en question. C'est-à-dire, travailler aussi sur soi quand tu prends en charge des gens qui vont mal. On a plus de chances de devenir schizophrène en consommant du shit? C'est un facteur déclenchant. C'est un facteur déclenchant. Il n'y a pas que celui-là. La drogue en général? Les drogues hallucinogènes. Moi, de ceux que je connais... Les champignons, ouais, possible. Est-ce que tu as vu des gens rester bloqués avec des champignons? Non. J'ai vu des patients qui consommaient des champignons, mais je ne les ai pas vus rester bloqués avec les champignons. Sa famille va dire quoi quand ils vont venir? Ils vont la laisser? Comment ça se passe avec la famille quand il se passe ce genre de choses? Dans cette histoire-là, elle n'a pas laissé été à l'abandon, comme on parlera tout à l'heure de Colline, par exemple. La famille était présente. C'est un grand désarroi. Les familles ne comprennent pas pourquoi leur enfant est comme ça. Il y a beaucoup de culpabilité. Elle va avoir un suivi psychiatrique à domicile, cette fille, pendant plus d'1 an. Ouais. C'est moi qui le faisais. C'est toi qui vas lui administrer, je crois, un neuroleptique, c'est ça? Ça veut dire quoi? C'est un médicament qui... Alors, c'est un médicament, si tu veux, qui va permettre à cette patiente-là de vivre sa maladie, si tu veux. Mais malheureusement, c'est des médicaments, si tu veux, qui sont antidélirants, anti-hallucinatoires, etc., mais qui sont pleins d'effets secondaires. Pleins d'effets secondaires. Ouais. La prise de poids, la perte de la libido, les tremblements des extrémités. Voilà. Alors, il y a d'autres médicaments qui sont arrivés sur le marché après, on appelle ça des antipsychotiques, qui ont moins d'effets secondaires, tu vois.
mais ce pas des médicaments chouettes. La schizophrénie paranoïde, tu parlais de ça tout à l'heure. Tu as eu un patient qui a refusé de revenir un jour d'une permission, parce que parfois, à l'hôpital psychiatrique, on a des permissions dont on peut sortir, quand c'est un peu stabilisé avec les médicaments. Il y en a qui sortent et puis qui reviennent 2 jours après, 1 jour après, etc. Il y en a un qui t'a marqué, justement, qui n'est pas revenu. Je vais te raconter le début d'histoire à la fin, parce que tu verras qu'il y a un lien entre tout. Ce monsieur, si tu veux, est très persécuté. Alors, on est sur une personne de schizophrénie paranoïde, et le thème du délire, c'est la persécution. En fait, lui, il est persécuté par le maire de son village. Mais ce qui est faux. Il s'est imaginé. Ah oui, c'est imaginé. Il débarque régulièrement à la mairie, il tire 2-3 cartouches de gros sel dans l'entrée de la mairie, il a tiré ses cartouches. Il arrive avec un fusil. Oh, et le fusil de chasse du grand-père, il tire ses cartouches. Et ce monsieur, si tu veux, s'échappe de l'unité de soins. Alors, je te dirai pourquoi après. Et en fait, on nous dit, alors il est potentiellement dangereux, c'est-à-dire il est en hospitalisation d'office, c'est-à-dire c'est le préfet du département qui fait le choix de l'hospitaliser par rapport à sa dangerosité. Donc, c'est-à-dire, tu veux, il y a des... Voilà, c'est les mesures. Quand tu prends un fusil pour tirer sur une mairie, ça commence à... Ouais, ça va pas bien. Parce que tu sais pas s'il se trompe de cartouche, il met une vraie Non, c'est que du gros sel, il tirait du gros sel. Ah, mais tu sais jamais. Ouais. Si un jour il décide de prendre... Moi, il ne m'effrayait pas. Ok. On avait notre rituel, il tirait ses cartouches. Et donc, si tu veux... C'est pas normal quand même. Non, c'est pas normal, Guillaume. Mais... Surtout maintenant, je veux dire, là, tu sais que t'as le GIGN qui arrive tout de suite. Hein. Alors attends, tu vas voir le truc. Et en fait, il s'échappe, mais comme il est potentiellement dangereux, on est le jour de la Toussaint, et les parents habitent pas loin du cimetière du domicile, si tu veux. Et donc, les villageois ont entendu parler que le Fada, c'est comme ça qu'on les nomme dans le sud, le Fada était revenu, si tu veux, et se serait barricadé dans la maison. Donc, si tu veux, les gens allaient poser leurs fleurs au cimetière, etc. Et venaient après attendre le spectacle, si tu veux, parce que le Fada était revenu. Donc, la mairie avait protégé le domicile familial, si tu veux, et nous, on doit intervenir... Son domicile à lui, le domicile des parents. Il était retourné chez les parents. Et en fait, on débarque avec mon copain Alain, en fait, au domicile familial, et les parents refusent notre entrée au domicile, en disant c'est un domicile privé, donc si tu veux, les pompiers attendent une autorisation, personne ne veut casser la porte, si tu veux, et on nous dit dans ces cas-là, il faut appeler le GIGN. Donc, Nguyen Van Locke, à l'époque, était un peu le héros de la France, parce qu'il avait dézingué sur le tarmac de l'aéroport de Marseille-Marignane des terroristes libyens. Qui Nguyen Van Locke, c'était le premier flic de France, le patron du GIGN. On l'appelait le Chinois, c'est son surnom. Et ce monsieur et ses équipes-là avaient sauté sur un Airbus d'Air France et avaient tué des terroristes libyens. Donc, si tu veux, c'était le héros de la nation. Et donc, avec mon copain, on se dit quand même, faire intervenir Nguyen pour ce patient, on veut bien qu'il soit dangereux, mais... Et donc, sans tenir avis de notre administration qui nous interdit d'intervenir. Alors, c'est une époque, il n'y a pas de téléphone portable. Hein. Tout se fait en fax et en CB. Oh là là. Donc, il y a l'ambulancier qui a la CB, qui appelle la préfecture. Une radio. La radio, qui appelle la préfecture du Vaucluse, qui la préfecture du Vaucluse tient le fax prêt pour dire à Marseille-Marignane, le village, il y avait une demi-heure de vol d'hélicoptère, si tu veux. Donc, on trouvait, mon pote, que c'était un peu gros pour ce patient, et on décide, nous, d'intervenir, si tu veux. Donc, on intervient, on ne le trouve pas. Par contre, on trouve le fusil, ce qui nous rassure, parce qu'il n'allait pas nous plomber. Et on demande aux pompiers et aux médecins des pompiers, si tu veux, de nous préparer un médicament qui s'appelle du Droléptan, qui est un pic très sédatif, si tu veux. Et on dit de mettre 2 ampoules de Droléptan dans une seringue, au cas où le patient s'agite, pour lui tomber dessus, le piquer, le sédater et le mettre dans l'ambulance. Et il s'avère que, je ne sais pas comment je me débrouille, en fait, je glisse. Et en fait, le pompier me pique moi. Mais non. Et si, mais oui. Et en fait, il me pique moi, si tu veux, mais pour moi, il m'avait injecté le produit. C'est pas vrai, il me l'avait jamais injecté, si tu veux. Donc, en fait, il t'a piqué juste avec il me pique, en fait. Donc, on délaisse le patient. Ça serait aujourd'hui, on aurait fait le buzz. Hein. Mon copain, bien sûr, au lieu de m'aider, mort de rire, si tu veux. Le pompier, désolé de ce qu'il avait fait. Et moi, si tu veux, qui tournait en rond autour de ce patient en disant j'ai été droléptanisé. Donc, c'est moi qui ai inventé cette expression, en fait. Et je disais appelez mes parents, je vais dormir pendant 15 jours. Jusqu'à ce que ce patient se réveille et nous dise et moi, personne ne s'occupe de moi. Donc, ça a arrêté mes élans giratoires, si tu veux. On a chargé le patient. Comment il s'est échappé, pour revenir à ta question, c'est qu'en fait, il s'était fait mettre le matin dans un sac de linge, le linge sale. Il s'est évadé. Et en fait, il s'est évadé. Il a donné des cigarettes à un autre patient. Cet autre patient a descendu le linge et il s'avère que dans le sac de linge, il n'y a pas du linge. Putain. Va faire du stop-toi en Lacoste, on ne te prendra pas. Par contre, en pyjama bleu de l'hôpital psychiatrique... Ils l'ont pris. Ils l'ont pris. Putain, c'est fou. C'est fabuleux. Donc le GIGN n'a jamais sauté sur le village. Le préfet... déçu, et le directeur de l'hôpital nous a bien remonté les bretelles en nous disant que ce qu'on avait fait était dangereux et qu'il n'avait pas donné son aval à cette intervention. Et maintenant, il vérifie les sacs de linge?
Alors je sais pas, je sais que nous on les a vérifiés par contre, tu vois. Vous avez beaucoup d'évasions dans les hôpitaux psychiatriques? Non. Non. C'est bien surveillé. Moi j'appelle ça pas une évasion. Maintenant avec le recul, je te la raconte l'histoire, c'est rigolo. On s'est fait avoir. Et en fait ce qu'on faisait, après on tapait sur les sacs de linge, on mettait des coups de pied, jusqu'à ce qu'une patiente nous dise mais je pense que vous êtes plus fous que nous. Il suffirait d'ouvrir le sac et vous verrez bien s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Tu parles d'un délire aussi dans ton livre. Tu parles d'une patiente. Tu appelles ça le délire à bas bruit. Ouais. Tu dis, elle était folle, mais ne paraissait pas folle. Ouais. Elle délirait à bas bruit, comme certains spécialistes aimaient le rappeler. Qu'est-ce que ça veut dire, le délire à bas bruit? Ben, ça veut dire que dans ta tête, tu t'imagines des choses, ou tu vois des choses, mais tu ne les exprimes pas. Un patient qui a une schizophrénie, par exemple, ou qui est persécuté, dans ses expressions... Tu vas le voir. Tu vas le voir de suite, tu vas dire, celui-là, il n'est pas bien. Okay, mais là, si tu veux, tout est enfoui. Jusqu'au jour Donc où... c'est-à-dire que c'est invisible de l'extérieur. Ouais. Tu parles à une personne, Moi. Tu le vois pas. Moi. Et donc, elle se fabriquait ce truc. Jusqu'au jour où elle va passer à l'acte ou pas. C'est-à-dire? Mais passer à l'acte, je ne sais pas si elle est persécutée. Qu'elle ne supporte pas les gens habillés en blanc comme toi et moi, mais autant, elle va nous faire notre compte. Parce que tu disais, il y a plusieurs troubles, tu vois, peu visibles de l'extérieur. Tu dis, là, tu cites le cas d'Alice, une fille, dans le livre, tu dis la persécution, donc elle pense qu'on veut l'agresser. Oui. Il y a la jalousie aussi. Selon elle, tout le monde est jaloux d'elle parce qu'elle gagne beaucoup d'argent alors qu'elle ne touchait pas d'argent du tout. Non. Elle avait de la paranoïa et vivait avec des rétros, tu disais. Ouais, alors son appartement, elle avait, si tu veux, elle avait mis sur toutes les fenêtres de son appartement des grands rétroviseurs de caravane, si tu veux, pour savoir qui passait dans la rue. Donc, si tu veux, elle s'était mise stratégiquement au milieu de la pièce et de n'importe quel endroit, quand elle tournait la tête, si tu veux, elle voyait les passants dans la rue. Et en fait, elle interprétait ce que faisaient les passants dans la rue. Elle avait des hallucinations auditives aussi, donc elle entendait des voix qui l'encourageaient à se défendre, jeter même des pétards sur les gens de son... Ouais, alors, il faut savoir que c'était une rue très passante, et c'était un peu une rue où il y avait les prostituées avant, dans la ville d'Avignon, si tu veux. Elle ne supportait pas les prostituées, et elle leur lançait dessus ces gros pétards. On appelle ça les pétards mammouths quand on est enfant, là, pour les faire fuir, si tu veux. Jusqu'à ce que ces dames lui disent, écoute, nous on a besoin de travailler aussi, si tu veux. Et donc elle avait sympathisé avec... Les prostituées? Ouais. Vous avez réussi à les réinsérer, ces gens, dans la société? Mais elle était réinsérée parce qu'elle avait son appartement. Elle était dehors, elle. Mais elle continuait de jeter des pétards? Ouais, bon, elle emmerdait juste les clients qui passaient, si tu veux. Donc, si tu veux, ces troubles lui permettaient de vivre dehors avec un accompagnement. Et tu vas la recroiser quelques années plus tard? Je la recroise, ouais. Dans un grand magasin. Et elle me passe à côté, elle ne me regarde pas. Elle était accompagnée? Elle était accompagnée avec une petite fille, et j'ai su après que c'était sa petite fille. Parce qu'elle était maman, si tu veux. Et là, c'était sa petite fille, en fait. Et je ne me suis pas permis, moi, si tu veux, de lui rappeler certains souvenirs de l'hôpital psychiatrique. Tu vas passer 20 ans dans le même hôpital psychiatrique? Ouais, dans le même hôpital psychiatrique et dans la même unité de soins. Il y a des gens qui étaient là quand tu es arrivé, qui étaient là quand tu es parti? Ouais. Et là, encore, aujourd'hui, tu sais, quand je vais voir mes élèves qui sont en stage dans certains endroits, je revois des patients que j'ai rencontrés il y a maintenant 40 ans. Putain! Ouais. Est-ce que tu connais des maladies, toi, qui nécessitent 30 ans, 40 ans d'hospitalisation? Certaines maladies mentales. Et tu vas parfois recroiser des gens, tu dis, qui vont mieux, qui ont été complètement guéris. Bien sûr, qui n'ont plus rien. Ouais, qui ont réussi à sortir avec un accompagnement. Qui se sont remis sur des rails. Je connaissais quelqu'un qui avait fait une bouffée délirante aiguë, cette étape psychotique aiguë, si tu veux, qui sous médicaments après n'en a plus jamais refait. Et qui a une vie normale, qui peut travailler. Ouais, il travaille. T'avais quelqu'un qui voyait des extraterrestres aussi. Oui. On parlait d'hallucinations auditives. Parfois, tu entends des phrases, des choses. Il y en a qui entendent des voix, comme on dit. Et donc, parfois, elles sont visuelles, ces hallucinations. Visuelles. Et il y en a qui voyaient des extraterrestres. Un patient qui communiquait avec eux. Qu'est-ce qu'il faisait? En fait, il communiquait avec eux via le canal de la télévision, si tu veux. Sa télévision était éteinte et les extraterrestres venaient lui parler. Donc, il regardait une télé éteinte. Voilà. Mais il regardait une télé éteinte, mais lui, il voyait quelque chose à la télé. Puisqu'il communiquait. Et le canal de transmission, c'était le téléviseur. Jusqu'au jour où il se rend compte que les extraterrestres lui parlent de moins en moins. Et en fait, on s'est rendu compte, si tu veux, qu'on venait de changer son traitement. Alors c'est très paradoxal ce que je vais te raconter. On venait de changer son traitement. Tu vas me dire, vous êtes en train de le guérir. Et en fait, si tu veux, il a pris conscience rapidement que tout ce qu'il avait vécu auparavant ou tout ce qu'il avait vu, c'était pas vrai. Putain. Imagine-toi demain, quand tu fais le montage de l'émission, toi, que tu retrouves plus d'images de notre interview. Et que tes collègues te disent, mais non, il n'y a jamais eu de Perrier qui est venu. Tu vas penser quoi? Tu vas te dire quoi? Que tu es fou? Ouais, tu dis merde, tu te rends compte en fait. Ouais, tu vas te rendre compte. Il y a un film il y a quelques années qui était sorti, qui s'appelait Un homme d'exception. A Beautiful Mind, c'était l'histoire dorée de monsieur John Nash, qui a eu le prix Nobel d'économie. À l'occasion, tu le regarderas. Et John Nash, si tu veux, à un moment donné,
C'est tiré d'une histoire vraie. Hein. Le monsieur Nash, malheureusement, est décédé maintenant. Et en fait, le psychiatre qui prend en charge monsieur Nash dit à son épouse, après une thérapie, imaginez-vous que toutes les personnes que vous avez côtoyées et à qui vous avez parlé n'aient jamais existé. Dans quel état vous retrouveriez-vous? On ne peut pas l'imaginer. Et donc là, le monsieur se rend compte qu'il n'a pas parlé aux extraterrestres. Ouais. Et en fait, il se rend compte qu'il il va pas bien. Ouais. Il est devant une angoisse gigantesque. En fait, tu vois, il va de plus en plus mal. Et malheureusement, il va mettre fin à ses jours. À l'hôpital? Non, chez lui dans l'appartement. Donc toi, tu vis tout ça, t'absorbes tout ça. Ah, mais j'absorbe, si tu veux. Quand je dis qu'il faut faire un travail sur soi, c'est ça. Toutes ces histoires, moi j'utilise l'humour. Elles sont pas toutes sympas, hein. Il y en a des rigolotes. Le GIGN, c'est rigolo à raconter. Mais ce patient qui va mettre fin à ses jours parce que les voix sont trop persécutrices. T'en as eu beaucoup des patients comme Ouais. Malheureusement, oui. Ouais. Et tu as une autre histoire aussi dans ton livre. Tu parles d'une fille de 29 ans oui. Qui parle avec son ver solitaire à l'hôpital psychiatrique, qui a une histoire qui va être carrément exorcisée. Sa famille va penser qu'elle est possédée. Tu peux nous raconter un peu cette fille? Alors, c'est une dame de bonne famille, hein. Une très pratiquante catholique, si tu veux, où le culte a une place importante dans la vie d'elle et de sa sœur et de sa famille, si tu veux, famille assez noble, si tu veux. Et cette dame tombe amoureuse d'un pilote de chasse, si tu veux. C'était le mariage du siècle à l'époque, on est dans les années 50, 60. Et en fait, la veille du mariage prévu, donc tu imagines un peu le mariage en grande pompe, hein, son ex-futur mari se tue et plante à l'avion. Elle pète les plombs. La veille du mariage. Ouais. Il y a de quoi, hein? Il y a de quoi. Et en fait, si tu veux, elle s'imagine que son mari s'est réincarné en elle sous la forme d'un ver solitaire, et là, ça va faire rire tout le monde, qui respire par son anus. En fait, le ver respire par son anus. Ah ouais, putain. En fait, c'est que tu as besoin de te raccrocher à quelque chose. Parce que le cerveau... Et là, je veux dire, n'importe quel grand réalisateur ou scénariste ne va pas te l'inventer, l'histoire. Hein. Et donc, en fait, sa vie, c'est une vie de possession par ce ver. Et en fait, quand elle avait vraiment un ver solitaire? Non. Ah non, il est psychique. Ah oui. Elle s'est imaginé le mari en ver qu'il avait possédé. Donc la famille très pratiquante fait des exorcismes à l'appel qui ne marchent pas, bien sûr. Et donc il se résolve à hospitaliser la gamine à l'hôpital psychiatrique. Et elle va y rester 29 années. Oh. Ça me fait penser un peu à l'histoire de Camille Claudel, qui a été une patiente hospitalisée à l'hôpital où je travaille, si tu veux, qui reste 29 années. Alors, ce qui est similaire dans les deux histoires, c'est que les deux ont été abandonnés par les familles. Ah ouais, ils la mettent à l'hôpital psy et puis ils viennent plus la voir. Et ouais, c'est la folle, c'est la possédée. C'est la tarée de la famille. C'est la tarée de la famille, si tu veux. Et c'est la tarée, c'est la folle, c'est la possédée. Tant et si bien que le château qui avait été offert aux futurs mariés va être fermé à vie parce que le diable y est rentré dedans. Wow. D'accord? Et dans l'histoire de cette dame, j'ai participé à cette histoire en entier, moi, si tu veux, elle nous demande un jour à ce qu'on la réaccompagne au château. Donc quand elle vient nous voir après 30 années d'hospice, on y dit, mais non, elle est folle, c'est pas possible. Tu vois. Et elle nous ramène, Guillaume, une clé. Tu sais, ces vieilles clés de porte en acier. Et on se demande à ma collègue si on est en train de délirer ou pas délirer. Et elle nous dit, ramenez-moi chez moi. Alors, elle avait fini son hospitalisation? Non, ramenez-moi chez moi, si tu veux. Mais elle était toujours internée? Ouais, toujours internée. Vous n'avez pas le droit de sortir de... On demande une autorisation au médecin qui, bien sûr, va l'accepter, si tu veux, et on la ramène chez elle. On retrouve le château, parce que nous, le château, si tu veux... Donc le château avait été laissé à l'abandon, hein. On n'est pas rentré dans le château, on l'a laissé, si tu veux, faire ce qu'elle avait à faire. Elle avait une particularité, cette dame, elle avait des hallucinations tactiles. Quand elle te touchait, elle te disait que tu étais salé ou que tu n'étais pas salé. Et quand tu étais salé, ça veut dire qu'elle là, elle communiquait avec le ver. Et quand tu n'étais pas salé, tu étais Guillaume. Ah wow. Et malheureusement, l'histoire a fini de façon tragique, en fait. Elle avait l'habitude d'aller faire boire le ver solitaire. Enfin, ce qu'elle imaginait, dans un canal qui était à côté de l'hôpital. C'est-à-dire, elle se baignait, quoi? Non, elle trempait ses fesses dans le canal. Et là, elle s'est noyée. Elle a glissé et on l'a retrouvée noyée dans le... Alors, je pense, moi, qui suis un peu psy, qu'elle venait de boucler quelque chose, si tu veux. Et que le fait d'aller à ce château, elle venait de mettre un terme à cette histoire dégueulasse qui avait été la sienne. C'est que mon interprétation. Tu l'as sentie apaisée quand elle est sortie du château? Ouais. Elle venait de finir quelque chose. C'est vraiment très social, hein, votre métier. Vous accompagnez, vraiment, vous donnez beaucoup. Dans tout. Et genre, ça qui te plaît dans ton métier? Ce qui me plaît, c'est l'accompagnement au quotidien. Et faire des choses. Moi, j'ai pu faire des choses que mes jeunes collègues ne peuvent plus faire maintenant. Pourquoi? Parce que moi, j'étais un peu agité. Il fallait que je sorte avec les patients, qu'on aille faire du sport, qu'on aille faire de la randonnée, qu'on aille à la piscine. Tu vivais des choses avec eux? Avec eux. 8 heures enfermés. Pendant 10 ans, 20 ans. C'est pas possible.
enfermé avec des médicaments qui vont te tasser, qui vont te ralentir. En fait, ils te tuent, les médicaments. Ah oui. À petit feu, quoi. Oui. Alors que toi, tu pouvais sortir, tu pouvais les prendre. Tu pouvais Alors c'était une époque, je parle comme un vieux maintenant, hein, où on n'avait pas besoin de 50 autorisations pour sortir. Il suffisait d'un certificat médical du médecin, une autorisation, et on pouvait faire. Maintenant, c'est un peu plus compliqué pour mes jeunes collègues. Tu dis drôle d'endroit, tu parles du fait de déshumaniser les patients, tu dis drôle d'endroit pour une rencontre, une porte entrebâillée dans une unité de soins pour patients dits chroniques. La psychiatrie est riche de ces terminologies qui ne veulent rien dire. Toi, tu as vu des patients se faire emmerder par des soignants qui n'étaient pas bien aussi à l'époque? Oui. J'ai été, moi, une fois maltraitant. J'ai tellement été... Alors, je veux dire, maltraitant dans le sens où on était limité en personnel, si tu veux. Un patient était tellement agité qu'on n'avait pas trouvé d'autre solution, on va peut-être en parler après, que de le contentionner. C'est-à-dire le mettre dans une camisole de force, si tu veux. Et on avait pris ce choix, on avait fait ce choix, sans prescription médicale. Hein. C'est-à-dire on n'arrivait plus tout à gérer, si tu veux. Et on a fait ce choix, en dernier lieu, de lui mettre une camisole sans prescription médicale. Il s'est avéré qu'on n'avait pas le droit de le faire, ça. Mais c'était tellement agité partout. C'est le problème de l'agitation dans un lieu qui est clos. Une camisole de force, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va te contentionner. C'est un tissu qui va te contentionner. Un tissu indéchirable qui va te contentionner et qui va t'empêcher de bouger. Comme une chemise? Ben oui, une chemise à l'envers, où tu attaches les bras de ma chemise derrière. Ah oui, comme si tu avais les manches plus longues. Voilà, pareil. Et tu ne pouvais pas sortir les mains. Impossible parce que c'est attaché derrière. Et t'es accroché derrière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste le haut. Tu as des camisoles complètes, c'est des salopettes complètes qui ne sont plus utilisées maintenant. Et moi, j'ai utilisé des camisoles. Donc là, on a fait ça de façon très arbitraire. Et il s'avère que quand le médecin est arrivé et a pris note qu'on avait fait ça sans prescription, eh bien, mon copain et moi, on s'est retrouvés sous camisole. C'est-à-dire? L'équipe nous a sauté dessus, ils nous ont mis les camisoles à mon copain Thierry et à moi-même, et on est resté 1 heure dans une chambre en camisole. Ça s'appelle du comportementalisme. Ah, et c'était pour vous montrer ce que voilà. c'est? Plus jamais de ma vie, j'ai pris cette décision de mettre une camisole à un patient sans certificat médical. C'est une perte de liberté gigantesque. Tu ne peux plus bouger. Oh, tu es en prison. Encore plus fou, ah ben ça rend fou. Ça rend fou. Et nous, on ne pouvait pas crier dans la chambre. Sinon, les patients se seraient rendus compte que c'était le personnel qui était attaché. Alors, c'est un vaste débat aujourd'hui, hein, l'isolement et la contention. C'est un vaste débat. Les gens y réfléchissent encore. Alors l'isolement peut-être, oui. Mais la contention, c'est une telle perte de liberté. En 2022, il y a 8000 patients en France qui ont été attachés, contentionnés, comme tu dis, c'est-à-dire attachés avec des sangles à leur lit, en gros. Selon l'IRDES, c'est l'Institut de recherche de documentation et d'économie en économie et en santé. C'est une pratique qui existe encore, la camisole de force? Oui. L'isolement existe encore, oui. Sur prescription. Maintenant, c'est des protocoles. Il y a un suivi médical. Le juge de la liberté et de la détention, qui est garant de l'hospitalisation, est au courant. Sauf qu'à un moment donné, il faut s'interroger dans une société en 2025 de l'utilisation de ces méthodes-là. C'est quoi tes objets? On va aller dans un instant, on va parler des objets justement de la psychiatrie. Quel objet tu utilises au quotidien? C'est plus des médicaments aujourd'hui qu'on a? Oui, alors, les médicaments, ça peut être aussi ce qu'on appelle la contention chimique. Hein. C'est la camisole chimique? C'est une camisole chimique. Hein. Mais je veux dire, les camisoles chimiques ne sont pas utilisées que dans les hôpitaux psychiatriques. Est-ce que tu as déjà essayé? Est-ce qu'ils t'ont un jour donné un cachet pour que tu vois ce que ça fait? Non, comme tu dis la camisole? J'ai peur. J'ai besoin de maîtriser ma consommation de toxiques. Là, tu imagines une sédation, tu maîtrises rien. Il y a des médicaments qui te rendent vraiment, comme dans les films, tu sais, zombie. Tu te rappelles des visiteurs? Oui. Dans les visiteurs, ils te donnent des petites pilules bleues, ils disent tiens, vous allez prendre ça, etc. Ça va le rendre un peu groggy, etc. Ça existe? Oui, ça s'appelle une neuroleptique. Et ça te... Ouais, ça te sédate. Même un mec qui est très violent, très solide, tu le... Ah oui, oui, ça te zombifie, avec des effets secondaires. Des tremblements au long cours, hein, une prise de poids. La problématique, c'est qu'il n'y a pas autre chose, à part les nouveaux antipsychotiques sur le marché, pour aider les patients souffrant de ces maladies-là. Alors peut-être d'autres thérapeutiques associées, mais moi, je ne les maîtrise pas. Bon. Avant, c'était aussi les électrochocs. Hein, T'as eu les électrochocs, toi, au cerveau? Moi, j'en ai pas eu, mais j'en ai vu faire une séance, oui. Maintenant, ça existe aussi, ça s'appelle l'électroconvulsivothérapie. Mais il y a un médecin anesthésiste, ça dure 1 millième de seconde. 5 minutes après, le patient, il est sur ses jambes, voilà. On n'est plus autant de vol au-dessus d'un nid de coucou. C'était quoi? C'était avec Jack Nicholson, le vieil asile psychiatrique, il y a des années, là, où tous les patients déambulaient. Et en fait, on électrisait tout le monde. Ah, c'était une mode à l'époque? Bah ouais. Tu foutais des coups de jus dans la tête? Ouais. On te grillait la moitié du cerveau
Comme ça, tu n'étais plus agité du tout. Ben justement, on est allé avec l'équipe, ils sont partis filmer. Il y a un musée de l'histoire de la psychiatrie. On est allé filmer pour essayer de vous montrer les objets de l'intérieur. Alors, c'est le musée de l'histoire de la psychiatrie, ça a été créé en 1986. À l'époque, dans le but de préserver les archives et le patrimoine lié à la psychiatrie. C'est à Neuilly-sur-Marne. Est-ce que tu connais ou pas? Non, je ne connais pas celui-là. Donc, c'est le musée qui se trouve à l'hôpital psychiatrique de Ville-Évrard. Est-ce que ça te parle? Enfin, l'établissement, oui, je le connais de nom. Il y avait Camille Claudel là-bas, oui. si justement, on t'en parlait tout à l'heure. Qui était la patiente la plus célèbre de l'asile de Mondevergue ou de l'hôpital psychiatrique où je travaille. Enfin. Voilà, c'était d'abord un asile, ça s'appelait comme ça, en 1868, sur un domaine de 6 hectares. Il y avait même une ferme à l'intérieur. En 1875, il y a une maison de santé qui va être créée pour les familles aisées qui pouvaient payer une pension pour faire interner un proche de manière un peu plus confortable, en gros. Et on a été équipé par Maria, qu'on remercie, qui nous a présenté donc des objets emblématiques de l'histoire de la psychiatrie. Vous allez voir, justement, il y a une camisole de force dont tu parlais avant. Il y a les appareils d'électrochoc qui étaient utilisés aussi à l'époque. Ça fait un peu peur. Il y avait des seringues en verre aussi. J'ai appris à travailler les seringues en verre et les aiguilles qui font peur. Il y avait des bracelets de contention, des baluchons. En cuir. Voilà, les baluchons avec des effets personnels à l'époque d'anciens résidents. Vous allez voir, les a ouverts, il y a plein de trucs. Regardez ça, puis on se retrouve juste après. Alors on a rejoint Maria à la CEREP, donc c'est l'association qui va s'occuper de la préservation de tout le patrimoine en fait psychiatrique. Maria, vous êtes la présidente de l'association, c'est ça, qui existe depuis 86. Voilà. Il y a un hôpital psychiatrique et peut-être même la maison de santé dont vous parlez. Alors l'asile a ouvert en 1868 justement pour, on va dire, abriter, la fonction d'asile, abriter toutes les personnes qui étaient en souffrance psychique et à la rue. Donc tous ces patients, entre guillemets, étaient précaires et donc étaient accueillis dans une partie asile. Donc ils ne payaient pas leur hébergement. En fait, leur hébergement. Voilà. La partie maison de santé qui a ouvert en 1876 abritait, donc recueillait les patients de familles bourgeoises et de familles aisées. Donc il y avait une partie payante. Pour vous donner un exemple donc, que tout le monde connaît, Antonin Artaud, qui est très connu, a été accueilli à l'asile. Et Camille Claudel, qui est aussi connue, donc nous avons les dossiers de tous ces patients-là depuis 1868, a été accueilli du côté maison de santé pendant 1 an avant de partir à Mondevergue. Camille Claudel qui est artiste, qui était l'épouse de Rodin, dont va parler Christian dans l'émission, qui a du coup été un petit peu oubliée alors qu'elle était une source et peut-être même certaines, parfois c'était même la créatrice de certaines œuvres signées Rodin. Elle a été un peu mise de côté et un peu réhabilitée maintenant des années plus tard. Alors on va aller voir la partie qui fait, quand j'ai vu en arrivant, qui finalement un lit avec les méthodes, on va dire, de rétention avant les années 50, avant l'arrivée des médicaments où les gens étaient souvent maintenus de force par des camisoles qui sont parfois complètes, qui sont parfois de semi. Il y a plein de choses qu'on va voir là-bas, notamment les électrochocs qui étaient beaucoup pratiqués. Donc c'est juste au bout là-bas, ça à l'entrée. Oui. On va y aller. C'est-à-dire avant les médicaments, effectivement, avant la découverte du Largactil en 52, il n'y avait pas trop de moyens de soigner des patients. C'était les cures de Sackel, les cures de sommeil. On injectait un produit insuline, on les mettait en crise insulinique. C'est le fameux traitement où on voit que les gens sont piqués pour les calmer. Exactement. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une autre molécule, je ne sais plus le nom, mais effectivement, c'est le premier des neuroleptiques qui est arrivé. Ouais. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Si vous pouvez m'expliquer, il y a un lit. Du coup, alors, pour décrire un petit peu. Vous avez donc un lit où pouvaient être attachés les patients très très agités. Donc, c'est-à-dire que c'était pas la règle, il faut pas exagérer. Hein. Ouais. La psychiatrie n'était pas pas faite pour juste enfermer les gens. Et effectivement, c'était simplement dans les cas de très grande agitation. Donc, vous avez une camisole là qui date de 1958 d'ailleurs. Donc cette camisole-là, il y a des jambes. Alors habituellement, on a toujours l'impression de voir que c'est des camisoles coupées. Alors ça, c'est une camisole de vêtements, on va dire. Donc voilà, c'est-à-dire, on l'enfile comme un pantalon. Et donc là, ici, en fait, elle est fermée. Vous voyez, elle est derrière, bien sûr. D'accord. Ça, c'est pas devant, c'est derrière. C'est derrière, ok, c'est le dos. Et avec des crochets. Donc, en plus de ça, il y a une camisole très très jolie. On peut imaginer que c'était une camisole pour une femme. Donc là, c'est le dos, hein, qu'on soit bien d'accord. Ce qu'on voit là, c'est pour attacher, donc c'est le dos. Chaque fois qu'il y a les sangles, c'est pour le dos. Pour pas que le patient puisse justement se manipuler, se bouger. Et on peut imaginer, voyez pourquoi c'est très long, c'est que ça se croise, bien sûr. Ça se croise, c'est vraiment l'horreur de la camisole, c'est-à-dire que ça se croise et ça s'attache devant.
C'est-à-dire que les patients sont attachés devant, donc ils sont encore plus en camisole, on va dire. On ne bouge pas, quoi. Et donc là, c'est les différentes sangles qu'on peut voir là. Alors ça, c'est les sangles, vous voyez, il y en a une là aussi, plusieurs modèles de sangles de poignet. C'est-à-dire qu'on attachait une espèce de ceinture autour du patient. Et ils étaient contentionnés avec les poignets. Et donc les poignets étaient attachés au niveau de la taille. Avec ça. Vous voyez le 6e pavillon. 6e pavillon, c'est le pavillon des agités de l'asile. Et le 4e pavillon, c'est le pavillon des agités de la maison de santé. Plus on s'éloignait en fait finalement des allées centrales et du lieu de passage, plus étaient les pavillons avec les gens les plus difficiles, les plus récalcitrants. L'architecture de l'asile, c'était 6 pavillons d'un côté hommes, 6 pavillons d'un côté femmes. Le plus agité, c'était le pavillon 6. Là, je vois un objet où il est écrit, du coup, appareil à électrochoc. Est-ce qu'on peut le montrer, si vous voulez bien, et qu'on comprenne en fait à quoi servaient peut-être les électrochocs? C'est le premier appareil qui a été, qui a fonctionné en psychiatrie. Donc, qui a été utilisé ici à Villévrard par le docteur Ronde-Pierre qui travaillait ici à Villévrard. En 1950, ça a été donc le premier, on va dire, essai des électrochocs qui a été fait ici. Ça s'appelle un sismotère. Ah, le premier essai global des électrochocs a été fait ici à Villévrard. Alors comment ça fonctionnait, si je peux me permettre? Parce que là, je vois le côté tension, je vois le côté watts par seconde, j'imagine. Vous mettez, vous placez donc les électrodes sur le patient. Sur les Il n'y avait pas à l'époque d'anesthésie. Aujourd'hui, il y a toujours des électrochocs, mais il y a une anesthésie générale et on va dire un traitement juste avant pour que le patient soit calme. Et le voltage est moindre. À l'époque, le voltage était quand même beaucoup plus, je crois, 120 si je me souviens bien. Donc ça correspond à quoi, 120 120 volts, c'est beaucoup. C'est une crise d'épilepsie. C'est-à-dire qu'on provoque une crise d'épilepsie pour le patient. Et c'est au niveau des tempes, du coup, il est complètement squeezé comme s'il mettait le doigt dans une crise. Il est dans une crise d'épilepsie, grand mal, comme on dit. Et donc, ça provoquait une grande crise électrique au niveau cérébral. Et ensuite, ça épuisait totalement. Et il y avait un effet, effectivement, de sédation, comme on dit. Il y avait un effet d'apaisement. Ça ne durait pas, bien sûr. C'est ça le problème. Donc, voilà. Il y avait à l'époque, c'était beaucoup de séances. Aujourd'hui, il y a encore, bien sûr, et les gens étaient sonnés pendant un moment, et puis, en fait, ça ne les soignait pas, mais... Donc, par exemple, Anton Artaud, on a eu plusieurs. Ça provoque un effet aussi sur la mémoire, ça, tout le monde le sait. Mais merci beaucoup pour l'accueil, en tout cas, pour nous avoir montré un peu toute cette partie-là. C'est rare quand même de trouver un bâtiment un peu dans son jus, en fait, finalement, d'époque. On essaye effectivement qu'il reste dans son jus. Bon, on va être rénové, on va s'agrandir, mais on va être rénové. Mais on va tenter de garder effectivement ce vestiaire comme musée, effectivement, de vêture au moins. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc voilà, comme ça, vous avez pu voir quelques images. La camisole de force, c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours du tissu, finalement. C'est un principe de contention. Il y a un psychiatre, il y a quelques années, dans les années 50, qui s'appelait Lucien Bonafé, qui disait « On juge du degré de civilisation d'une société à la façon dont elle traite ses marges, ses fous et ses déviants. » Je crois qu'il faudrait se poser aussi cette question aujourd'hui. 2025, la grande cause nationale, c'est la santé mentale. C'est bien la prévention, on ne va pas revenir là-dessus. La question qui se pose aussi, c'est quels sont les moyens qu'on va donner aux hôpitaux psychiatriques? Alors, je ne sais pas comment ça se passe en région parisienne, mais parce que je sais que dans certains départements, si tu as besoin de faire prendre en charge un proche qui souffre de pathologie mentale, à part peut-être les services d'urgence, etc., c'est entre 3 et 6 mois le temps de consultation. Il n'y a pas assez de moyens pour l'instant. Il n'y a pas assez de moyens. Si quand tu regardes le ratio des psychiatres publics, alors si tu prends le ratio des psychiatres, alors là, il faut que je fasse attention aux chiffres aussi, si tu veux, on n'est pas si mal pourvu que ça, mais sauf que dans ce ratio-là, de psychiatres, de médecins, on compte les psychiatres privés, ceux qui n'exercent pas à l'hôpital psychiatrique. Moi, dans une unité où je travaille, il y a une psychiatre. Où je travaillais, il y avait une psychiatre. J'ai des copains. Donc, c'est-à-dire, si tu n'as pas de psychiatre, tu n'as pas de prescripteur. C'est ceux qui donnent les médicaments. C'est le psychiatre aussi qui va, avec les commissions médicales, dire le patient peut sortir ou pas sortir. Est-ce qu'il y a des erreurs médicales parfois? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu de patient hospitalisé qui n'avait pas de trouble. C'est un grand débat, ça. En fait, il se fait passer pour fou, c'est pour ça qu'il va à l'hôpital. Je ne sais pas si ça existe, moi je n'en ai jamais vu en 20 ans de pratique. Tu parles d'un patient qui s'appelle Franck, qui a mal été diagnostiqué pour le coup, atteint d'un trouble psychotique chronique. Tu expliques pourquoi il a été mal diagnostiqué? Qu'est-ce qui va lui arriver? Je ne sais pas. Il a été mal diagnostiqué, peut-être parce qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites. Je crois que le principal aussi, et c'est pour ça qu'il faut revenir à l'essentiel, c'est ce qu'on appelle la clinique. La clinique, c'est des connaissances. Okay, et être capable de mettre des mots sur les mots de ces patients-là. Okay, et ça demande de la formation.
Ça demande à être formé. Alors lui, il mentait sur sa situation, ce garçon-là. Tu expliques dans le livre, tu dis un jour, il est physicien, le lendemain, il est DRH, alors qu'il était agent d'entretien, donc il avait un autre métier encore, mais il s'inventait des vies. Il s'inventait des vies, ouais. Il s'inventait des vies. En fait, suivant l'endroit où il allait, si tu veux, il était du plus haut niveau. Si tu veux, il est allé faire une fois du ménage dans une centrale électrique, il était astrophysicien. Il avait lu la préface du livre de Freud, il était psychanalyste. Alors, quand tu l'écoutais, ses propos étaient cohérents. Mais sur du... Ouais, c'était invisible. Mais sur un laps de temps, si tu veux. Sur 2 minutes, tu rencontres le mec, tu y crois. Par contre, si toi, tu vas aller chercher derrière, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui se met à déconner. Si tu creuses, ça va pas. Et non. Et ils vont le mettre dans un appartement, ce que vous appelez des appartements. Alors ça, je connaissais pas. Je connaissais l'hôpital psychiatrique, comme tout le monde, l'hôpital, mais appartement thérapeutique. Alors, un appartement thérapeutique, alors il y a 2 sortes d'appartements, ce qu'on appelle les appartements communautaires, si tu veux, et appartement thérapeutique. L'appartement thérapeutique, c'est un appartement qui appartenait à l'établissement hospitalier, si tu veux, et où il y avait du personnel qui intervenait. Okay, une sorte d'appartement médicalisé. Ouais, si tu veux. Alors qu'un appartement communautaire, c'est le patient qui est son propre locataire. Et donc lui, il n'était pas dangereux, c'était un mytho, quoi. Il mentait. Il s'inventait son truc. Enfin, il dérangeait personne, hein. Il racontait ses histoires. Il allait au bar et il disait que c'était l'astrophysicien du coin. Sauf que tout le monde le connaissait dans le village. Tout le monde savait que c'était un... Ouais. C'était le fada, si tu veux. Mais c'était l'époque, désolé pour le terme, mais ne voyez pas ça de façon péjorative, fada. Hein. Il y a beaucoup de tendresse derrière ce mot de ma part, en fait. En fait, il était accepté par le village. Hein. Aujourd'hui, toi, vas manifester des troubles en sortant tout à l'heure du studio. Il y a de fortes chances que l'équipe psychiatrique mobile va t'embarquer et va t'amener à la préfecture avec l'équipe psy. Hein. Alors qu'à l'époque, dans les villages, tu savais que le gars... On avait tous, je sais pas toi. On a tous connu des gars un peu... Bien sûr. Moi elle s'appelait Micheline, celle-là, elle ramassait les papiers et les journaux, elle mangeait à sa faim dans tous les... en fait, elle emmerdait personne. Ouais, voilà. Aujourd'hui, il faut rentrer dans les cadres. Et donc, si tu veux, on le met en appartement, et en fait, on se rend compte qu'il va de plus en plus mal. Dans l'appartement? Dans l'appartement, il entend des voix, et surtout des chiffres. Si tu veux, il avait eu des hallucinations auditives, ce monsieur, mais pas sur le chiffre. Et en fait, il nous disait, ils sont là, ils me parlent, il m'appelait Cricri, tu te rends compte, j'entends des chiffres. Et là, je me dis, on est en train de déconner, il va mal. On souhaite le faire réhospitaliser. Et on le remet à l'hôpital pour un peu le stabiliser, si tu veux. Et il s'avère que, en baladant avec des patients dans le village, je me rends compte qu'on est dans une époque où il y avait les fameux lotos. Où il y a les quines et les cartons. Les rifles. Là, vous appelez ça la rifle dans le sud. Non, il y a le rifle, les lotos, c'est facile, c'est les grains de maïs sur les chiffres, puis tu tournes, il y a une boule qui sort, loto, quoi. Voilà. Et tu gagnais des faisans, des trucs. Exactement, c'était la grande passion de mes parents, moi. Et donc, si tu veux, l'appartement... Dans tous les villages de France, il y a ça. Hein. C'est très populaire, c'est un vrai truc français, ça. C'est les ressources aussi des associations. Bien sûr, et les assos, ça permet de faire vivre les assos. Et en général, ils demandent aux commerçants du coin de filer des cadeaux, des lots, quoi. Voilà. Et donc, c'est du bénéf. Super. Et il s'avère que le mur mitoyen de l'appartement de Franck, c'était le mur mitoyen à la salle polyvalente du village. Et quand arrive l'hiver, tous les vendredis soirs, il y a des lotos. Tous les samedis soirs et tous les dimanches, midi et soir, il y a des lotos. Donc il entend tout le temps. Et ouais, donc il entendait à travers son mur le 1, le 2, le 3. Pour une fois, si tu veux, qu'il allait bien, nous... Vous l'avez mis dans un truc. On l'a encore rentré dans un truc. Et là, si tu veux, il était dans le réel. Ils existaient, les chiffres. Donc là, je suis vite allé voir le psy en disant il faut qu'on arrête nos conneries. Je sais pourquoi il entend des chiffres. Il n'est pas en train de délirer. Oui, enfin, il ne se rend pas compte que c'est la salle, donc c'est quand même, il n'est pas totalement guéri. Oui, sauf qu'il te disait, j'entends des chiffres. Il les entendait, comme toi et moi, on les aurait entendus. Et nous, on l'a pris encore pour plus fou que ce qu'il était. Alors, tu as regretté d'avoir bu un verre aussi, tu dis, oui, mais ça, je vis des trucs, et un jour, tu allais boire un verre avec un patient. Alors, c'est plus fin que ça, si tu veux. C'était lors d'un séjour thérapeutique. Qu'est-ce que c'est un séjour thérapeutique? Tu fermes l'unité de soins, tu embarques tous les patients, tu pars 4 ou 5 infirmiers, et tu vas à la montagne. Ou l'été, à la mer, etc. Et en fait, ce patient-là, hospitalisé, si tu veux, il n'avait pas de traitement, pas de médicaments, ok? Il était un peu persécuté, il écrivait à tous les hommes politiques, mais tu veux, sans plus. Et c'est un peu, ces jours-là, à la fin de la journée, tu es cuit, tu es HS, si tu veux. C'est un peu comme les gamins quand tu pars en vacances, que tu en as 4 ou 5 à gérer. Ouais, où ça crée, où ça bouge. Parce qu'on vivait en autarcie, hein. On mangeait avec eux, enfin, c'était H24, hein. Et en fait, le soir, avec les copains, on aimait le bon vin et on aimait les whisky un peu sympas. Et donc, le soir, une fois que les patients étaient couchés... Entre vous, vous buvez un coup, quoi, voilà. Et t'imagines, c'est du boulot 24-24, là. Hein. Et tous les soirs, quand on se servait notre encas récréatif, si tu veux, le patient sortait et il nous disait... Alors, je ne pourrais pas te mimer le geste parce qu'il y a le micro. Il se tapait sur la portée en disant « Chris, donne-moi ça un peu. » Je dis « Tu te tais,
te donne ma parole. Donc, le lundi soir, le mardi soir, le mercredi soir, le jeudi soir, il mettait un fond de verre, il était content, il repartait. Et quand on partait un séjour comme ça, il y avait la grande messe, si tu veux, la grande messe, c'est qu'il y avait tous les médecins, les psychologues, tout le personnel, et en fait, on débriefait avec les patients. Donc chaque patient racontait, moi c'était chouette ce que j'ai fait ou pas. Et en fait, le psychiatre avec qui je travaillais, c'était un psychiatre très psychanalyste, en fait, si la réunion durait 1 heure, elle devait durer qu'1 heure. Donc il mettait un chrono en marche, tu vois, et une fois que l'heure était arrêtée, hop, il disait réunion terminée. Que l'on ait fini de parler ou pas. Et 2-3 minutes avant la fin de la réunion, le patient lève le doigt et dit « J'ai passé un agréable séjour, c'était chouette, et tous les soirs, je m'alcoolisais avec le personnel. » Fin de réunion. Oh putain, ça t'a valu des problèmes? Ah ben alors là, les emmerdes commencent. Donc le psy et le cadre de l'époque, le surveillant, donc Christian, Thierry et tous les copains qui étaient là, vous pouvez me suivre. Donc là, on est reçu par le patron qui va nous demander des explications. Qui nous dit, alors vous, lequel d'entre vous... Quel est le con qu'a donné à boire? Voilà, c'était ça le truc. Et là, on se disait... Donc il nous dit, bon... vous avez appris quoi à l'école, vous vous rendez compte de ce que vous faites, il est là pourquoi, etc. Donc, nous, dans notre intelligence, si tu veux, d'infirmiers psy, parce qu'on n'était que des infirmiers psy, là, hein, dans notre intelligence, donc là, bien sûr, on se fait remonter les bretelles par les vieux infirmiers qui nous félicitent de nos actes thérapeutiques. Et quand on fait le séjour d'après, si tu veux, on fait le choix de ne pas prendre le patient. En disant comme ça... Pas d'emmerde. Pas d'emmerde, le psy nous signe l'ordre de mission, c'est nickel, les tuteurs sont prévenus, tout le monde, le départ en vacances est acté et on part. Et pendant le temps que nous étions à la montagne, il a écrit à la présidence de la République, c'était M. Chirac, et la présidence de la République répond. Ah bon? Il a écrit au ministre de la Santé d'époque, je ne sais plus qui c'était, au représentant de l'État, ça s'appelait la DRAS à l'époque, était à Marseille. Les ARS. Il se plaint qu'il n'a pas le droit d'aller... Et en fait, le courrier... nickel, si tu veux, en disant je m'appelle monsieur Machin, je suis hospitalisé bien sûr contre mon gré. Il s'avère que j'ai dénoncé des épisodes d'alcoolisation que je subissais avec le personnel, etc. Donc là, t'imagines le truc. La présidence de la République qui écrit au directeur de l'hôpital, demande des comptes. Le directeur de l'ARS, des anciennes DRAS, demande des comptes. Et là, quand on revient, convoqué à nouveau. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a pu faire? On était clean, si tu veux. Et en fait, comme c'était un patient persécuté, notre bêtise, notre connerie, c'était de ne pas le prendre. En fait, on a alimenté sa persécution, si tu veux. Et en fait, il s'est régalé pendant 1 semaine. Hein. Et t'as eu des problèmes après ou pas? Non, on n'a pas eu de problème parce que le psychiatre, en cautionnant le fameux ordre de mission, etc., cautionnait aussi le fait qu'on ne le prenne pas. Par contre, on s'est repris encore à nouveau une remontée de bretelles parce que là, le directeur était au courant. Combien vous étiez payé pour moi, c'était quoi à peu près le salaire d'un hôpital psychiatrique, comme ça, d'un infirmier? Alors aujourd'hui, on va dire, les infirmiers ont commencé à 1500, 1600 euros. Il ne faut pas croire que c'est des fortunes. Hein. Dans la fonction publique, hein, c'est des échelons et tu montes en grade, etc. Et quand tu pars comme ça, parfois 4-5 jours, tu dis tu bosses non-stop quasiment là. Ouais, mais tu as les récupérations qui vont avec, si tu veux. Oui, après tu récupères. Tu récupères en temps. On récupère en temps. Selon l'OMS, les troubles bipolaires, j'ai regardé un peu, les chiffres sont classés au 6e rang mondial des handicaps. 6e rang mondial, c'est beaucoup. Hein. On a regardé les chiffres en France, donc c'est selon la fondation qui s'appelle Fondamental, fondation scientifique, c'est dans le domaine des maladies mentales. Il y a entre 650 000 et 2,5 millions de Français qui seraient atteints de bipolarité, on en parlait. Qu'est-ce que c'est, toi, qui es un spécialiste de... Alors, la bipolarité, c'est le nouveau nom d'une maladie qu'on appelait avant la psychose maniaco-dépressive. En fait, si tu veux, c'est des gens qui oscillent dans leur vie entre des phases d'excitation majeure et des phases de mélancolie. Stabilisés avec des médicaments. Et merci de me tendre la perche. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des ruptures de médicaments qui s'appellent le lithium en France. Et ce médicament qui est le lithium est un médicament qui va réguler l'humeur. Okay, ça veut dire que certains patients ne pourront plus prendre leurs médicaments. C'était juste une parenthèse dans notre rendez-vous. Et en fait, ces patients, si tu veux, aussi dans des phases d'excitabilité et de mélancolie. Il y en a plein qui doivent ne pas savoir qu'ils sont bipolaires. Alors, 2,5 millions de Français, je pense qu'il n'y a pas 2,5 millions de Français qui savent qu'ils sont bipolaires. Ça dépend à quel niveau clinique nous en sommes, si tu veux. Est-ce que c'est d'une légère surexcitation? On appelle ça de l'hypomanie. Okay. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que vous êtes bipolaire si vous vous énervez d'un coup sec ou si vous êtes... C'est constant. Je crois que je raconte à un moment donné, un patient qui peint avec ses matières fécales, je ne sais pas si on va en parler ou pas. Juste après, on en parle, on peut en parler maintenant si tu veux. Donc lui, dans ses phases d'excitabilité... Donc attends, donc explique qui c'était. Alors lui, c'est un patient qui est hospitalisé pour des troubles du comportement dans la rue. En fait, si tu veux, on le retrouve régulièrement nu, avec des propos incohérents.
Et mais rigolo, si tu veux. Pas méchant, quoi. Non, il est rigolo. Nu et il marche dans la rue. Il est nu, il mesure 2 mètres, ce monsieur. Il a un gros bidon, si tu veux. Il a des sabots en poil de chèvre et il se met des strings. Hein. Voilà, donc si tu veux, un peu farfelu. Mais il posait pas tant de problèmes que ça. Sauf quand il se sentait persécuté aussi par les gens qui le voyaient. Ça peut arriver aussi, ça, dans cette maladie-là. Et en fait, il est hospitalisé chez nous et on nous dit, on va vous hospitaliser un artiste. Alors, bien heureusement qu'il n'y avait pas le téléphone portable, je reviens là-dessus. Okay, en fait, c'était un artiste, un peintre, il se définissait comme un peintre, mais un vrai peintre, hein, il vendait ses toiles, si tu veux. Et il avait comme muse, parce que tous ces grands artistes ont des muses, une comtesse, une vraie comtesse, qui lui finançait des galeries. Alors, Saint-Paul-de-Vence, Monte-Carlo et Gordes dans le Vaucluse, c'est quand même des villes. Il avait 3 galeries à lui? 3 galeries qui étaient à lui, si tu veux, où la comtesse exposait. C'est un village qui est très beau, d'ailleurs, dans le sud. Je vous mets des photos là pour ceux qui le découvrent. C'est magnifique, il y a plein de petites galeries et c'est très cher. Hein. C'est très c'est presque inabordable. Monte-Carlo, c'est Monaco, c'est très cher. Pareil, c'est inabordable. Donc elle lui payait ça? La comtesse, si tu veux, était amoureuse de son artiste, si tu veux. Une vraie comtesse, hein, un Rolls-Royce avec chauffeur, eau de forme et queue de pie, qui tous les dimanches amenait la comtesse voir son chéri hospitalisé chez les dingues. Et donc, la semaine, l'artiste peignait, et le dimanche, la comtesse récupérait les tableaux qu'elle exposait. Oh là là. Et il faisait le buzz. Et c'était quoi le problème avec lui? Le problème, c'est qu'il peignait avec ses matières fécales. C'est un problème, si tu veux. Il jetait ses matières fécales contre la toile. Son caca, si tu veux. Pardon pour le terme, hein, ça va faire rire tout le monde. Hein. Non, monsieur, pas. En fait, c'est le seul que j'ai connu qui vendait sa propre merde. Putain. Et donc, si tu veux, ces matières fécales, une fois qu'elles avaient été écrabouillées au couteau de peintre... Il faisait ça dans l'hôpital? Ouais, on y avait ouvert après une chambre un peu spéciale, parce que le médecin était passionné d'art. C'est ce qui faisait pas le bon... Il qu'avec ça, ou il y avait de la peinture aussi? Après, si tu veux, une fois qu'il avait balancé ses matières fécales, il les écrasait au couteau, il laissait sécher son truc, et par-dessus, après, il projetait sa peinture. Je crois que je vous ai envoyé un tableau, peut-être que tu pourras le montrer. Ah oui, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là, qui est dans mon garage. Et ça, c'est blanc et rouge? Oui, mais dessous, c'est du caca. D'accord. Voilà. Et il vendait, si tu veux, ces tableaux. Mais il y en a qui l'achetaient? Ben oui, c'était... T'imagines le truc. L'artiste fou, hospitalisé à l'asile, créateur avec ses matières fécales. Il y en a bien aujourd'hui qui font le buzz sur Internet en vendant l'eau de leur bain. Ah, c'est clair. Vous avez fait une expo dans l'hôpital, il y avait des... Oui. Vous alliez dans son sens un peu là? Alors on n'exposait pas à l'hôpital, non. Il voulait que des expos privés. La comtesse voulait sortir les œuvres de l'hôpital, si tu veux. Putain. Et il fait d'autres activités ou il fait que ça de la journée? Il fait que ça de la journée, oui. Des fois, il faisait de la cuisine, ouais. Alors, je suis désolé, c'est peut-être pas trop... C'est un peu sale, c'est que pour avoir des matières fécales, il faut s'alimenter. Et donc, il s'alimentait suffisamment pour pouvoir produire. Voilà, je te le fais clair. Putain. Et il y a un cas un peu comme ce monsieur, oui, où il va sortir dans la rue, nu, mais un autre gars qui a, au lieu de peindre avec donc ses matières fécales, lui va avoir des moments où il va acheter de manière compulsive des choses, tout et n'importe quoi. Parce que dans la phase d'excitation, dans cette phase d'excitation maniaque... De bipolarité, tu disais? Le mot maniaque en psychiatrie, ça veut dire excité, ça veut dire agité. Alors que dans le langage courant, on dit que c'est quelqu'un qui aime les choses bien rangées. Ouais. Alors que ça, c'est plutôt obsessionnel, hein, avec un langage psy. Les choses bien rangées, c'est de l'obsession, c'est du TOC. Okay, alors que l'agitation maniaque, c'est un patient excité tout le temps. C'est un patient qui ne dort pas. Imagine-toi, il ne dort pas. Donc lui, si tu veux, c'était des achats compulsifs. Et le plus bel achat compulsif qu'il ait fait, c'était d'aller déjà dans un magasin UP d'une rue bourgeoise à Avignon, se faire tailler un costume sur pièce. Mais il avait de l'argent? Et il avait récupéré des chèques quand il a été hospitalisé. Donc il avait payé avec le chèque, si tu veux. Donc sur cette boutique-là, il lui a fait le costume sur mesure. Pas d'argent sur les chèques? C'est pas... Chèque, carte d'identité. Ouais. J'ai un costume, c'était un franc à l'époque, qui coûte des milliers de francs. Moi, le tailleur, je te le fais de suite, hein, avec un peu de champagne pour te laisser... Et donc là, en costard, il prend un taxi. Ça, c'est une histoire vraie. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Il se fait amener à une boutique Ferrari. Il y avait une boutique Ferrari dans le Vaucluse, si tu veux. Donc là, le mec, il arrive, donc costard, cravate, beau gosse. Les Ferrari, tu n'en vends pas tous les jours. Hein. Donc il voulait une Testarossa noire. Ça, à l'époque, ça coûtait des millions, des millions de francs. Il essaye la Testarossa. Parce qu'il veut l'essayer. Après, ils se disent qu'en fait, finalement, Ferrari, alors c'est peut-être toujours le cas, suivant la Ferrari que tu achètes, il faut aller l'essayer, je crois, à Pinarello, hein, en Italie, sinon ils ne te la vendent pas comme ça. Hein. Et donc, ils partent avec la Ferrari, ils vont chez Porsche à Avignon, alors je fais la pub, et il achète une Porsche pour sa femme. En arrivant avec la Ferrari, c'est ça? Donc là, tu arrives en Ferrari Testarossa, costard, chez Porsche.
Là aussi, ils ne vendent pas. Ouais, Et donc, si tu veux, il fait tout son truc, tous ses achats compulsifs. Il revient à l'hôpital, mais tardivement, en fait, il ne respecte pas ses heures de sortie. Et là, les patients comme ça, moi j'avais l'habitude, si tu veux, c'est quand ils sont en train de faire une connerie. Quand ils n'arrivent pas à l'heure. Il y a un truc, il fait une connerie. Le psy qui je travaillais me disait, mais aussi bien dans la phase d'excitation que dans la phase de mélancolie, si tu veux, il faut que tu saches où il est, ce qu'il fait. Mais un monsieur qui est bipolaire comme ça, tu peux avoir une discussion avec lui, tu dis, il va arriver en costume, il va parler correctement. Tu vas parler correctement 2 minutes. Après, ce qu'on appelle de la logorée, il va parler pendant 2 heures, il va te saouler. Tu ne vas plus pouvoir le supporter. Certains psys appellent ça de la diarrhée verbale, tout le temps, jour et nuit. Et donc, il revient à l'hôpital, et 2-3 minutes après, à ce qu'il soit rentré, réintégré, où je lui dis, vu l'heure où tu rentres, il me dit, oh, j'ai fait des conneries. Je dis, mais vu l'heure où tu rentres déjà, tu es bouclé, c'était le terme, hein, donc tu ressortiras plus demain, il faut revoir le psy. Et 2 minutes après, appel téléphonique de la concession Ferrari. Bonjour monsieur, je suis monsieur Machin, le concessionnaire Ferrari, etc. Vous êtes le secrétaire de... Parce qu'il avait donné le numéro de l'hôpital, en disant, vous tomberez sur mon secrétaire pour les formalités administratives, si tu veux. Et donc moi, lié au secret médical, tu te rends compte que je ne peux pas dire au monsieur, je le connais ou je ne le connais pas, et je lui dis, vous êtes trompé de numéro. Et donc là, je le rappelle, je rappelle le patient, et là, il me dit, j'ai fait des conneries, je me dis, tu devrais me donner des détails. Et en fait, il m'apprend qu'il est allé donc, faire le costard, acheter la Ferrari et la Porsche. Alors, en France, il y a des mesures de protection sur les incapables majeurs, ça s'appelle la tutelle, la curatelle ou la sauvegarde de justice. Donc on l'a mis rapidement en sauvegarde de justice, ce qui a eu l'effet d'amener en annulation les achats compulsifs. Parce que quand on est sous curatelle, c'est qu'on a pu, je crois, sa carte bleue, les dépenses... Ça dépend de la curatelle. Sauvegarde de justice, c'est le premier degré, si tu veux, tu as la curatelle renforcée, et la tutelle qui est le degré de... C'est que tu as un tuteur, c'est-à-dire que tu redeviens comme un enfant, il n'a plus d'autre choix. Tu vas être protégé, parce que tu fais trop de bêtises. Donc lui, celui-là. Après, on l'a mis sous tutelle. Mais la sauvegarde de justice l'a sauvé des dépenses. Il faisait n'importe quoi. Le premier peignait dans des excès, et lui allait acheter des trucs. Et c'est très classique dans cette maladie. Il va finir comment, lui? Il va finir pendu, malheureusement. Attends, mais il y a beaucoup de patients. Alors sur ces patients-là, dans la phase de mélancolie, c'est bien sûr que c'est pas les facteurs de risque sont multipliés. Si tu veux. Et donc malheureusement, il a mis fin à l'hôpital. Il est sorti de l'hôpital sur une permission, il n'est plus jamais revenu et on l'a trouvé. Est-ce que toi, qui es infirmier dans un hôpital psychiatrique, est-ce que tu es suivi psychologiquement? Est-ce que tu as le droit d'avoir un psy qui t'écoute pour t'aider aussi? Alors moi, j'ai pas fait de suivi personnel, j'ai pas fait de thérapie, si tu veux. Mais on avait des groupes d'études, des groupes de parole, si tu veux, avec des psychos, pour avoir des briefings constants. C'est un peu ce qui manque maintenant, si tu veux. Je crois qu'une pratique, quelle qu'elle soit, il faut l'analyser. C'est-à-dire se poser à un moment donné, se dire, ce qu'on a fait là, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce que j'ai été bon ou pas? Est-ce que j'ai été bon quand j'ai accompagné Jean-Pierre à sa peinture? Est-ce que j'ai été bon quand j'ai déliré avec Colline sur le ver solitaire? À un moment donné, il faut se poser aussi, mais ça demande des gens, comment dire ça, qui ont la capacité de pouvoir t'écouter aussi. En fait, il faut de la neutralité. Hein. Tu as des enfants? Oui. Tu étais marié? Tu es marié? J'étais, ouais. Tu en parlais à ta femme, à tes enfants, de ce que tu voyais la journée, ou tu partageais pas trop ça? Oui et non. J'avais besoin, si tu veux, parce que le premier confident, quand tu rentres à la fin de la journée, c'est le compagnon ou la compagne. Tout le monde, bien sûr. Ok, les enfants. Alors les enfants, ils étaient petits, mais après, aujourd'hui, ça les fait rire, parce que les histoires, ça va faire 20 ans que je les raconte, ils les connaissent par cœur. Quand le bouquin est sorti, etc., là, ils vont écouter l'émission, ils vont se dire, oh là là, il a encore exagéré, etc. Mais oui, j'avais besoin de poser ça quelque part. C'est pas simple de vivre à l'hôpital psychiatrique pendant 8 heures, avec des patients enfermés dans une unité. Moi, l'unité où j'étais, il n'y avait que 6 patients, Guillaume. 6. On était 2. Donc ça veut dire, imagine, l'étage de ton studio, fermé à clé. Et toutes les journées, des patients qui délirent, qu'on les allume, qu'on des propos incohérents. Est-ce que ça t'a rendu, à un moment donné, tu t'es dit, tiens, je peux moi aussi... Non, ça m'a rassuré. Ça m'a rassuré sur ma personnalité. C'est vrai. Et parce que je me disais, mais finalement... J'ai de la chance, moi, le soir, de rentrer chez moi. J'ai un patient qui me disait tous les soirs, quand j'ouvrais là, tu sais, là, c'était un peu les mêmes clés que les surveillants pénitentiaires, que les matons. Les gros trousseaux, là. Ouais, le gros trousseau, on avait la clé 1, la clé 2, la clé 3, etc. J'ai un patient qui me dit, tu as de la chance, Perrier, parce que tous les soirs, toi, tu retournes dans la vraie vie, il me disait. Qu'est-ce que tu voulais que je lui réponde? Parfois, tu rencontrais les familles des gens. Oui. Bien sûr. De les rassurer aussi, les enfants. Je ne sais pas s'il y en avait qui avaient des enfants. Bien sûr. Comme ça. Ouais. Parce que la famille est importante.
quand on rentre à l'hôpital, c'est pas pour y rester. Il faut déjà prévoir la sortie. Il faut travailler avec les familles. Alors, il y a l'UNAFAM, qui est l'Union nationale des familles de malades mentaux, qui travaille autour de ça. Il faut aider les familles. Parce que c'est pas simple d'avoir un proche qui va mal. Sur les maladies physiques, tu fais une crise d'appendicite, on va t'opérer, on va t'enlever l'appendice. Mais les maladies psychiques, tu as une grande culpabilité. Il y en a où tu t'es dit, tiens, je comprends pourquoi il est devenu un peu fou, au vu de leur vie, tout ça, ouais. C'est des histoires pas jolies à lire. Moi, tu sais, dans le métier qui est le mien aujourd'hui, formateur, en institut de formation des soignants à Avignon, je dis à mes élèves, ne vous jetez pas sur les dossiers. Ça n'a pas de sens. Les premières semaines, travaillez avec le patient. Regardez les symptômes qui sont les siens. Observez-le. Transmettez aux infirmiers. Et après, vous irez voir. Enfin, on ne devient pas fou par hasard. Qu'est-ce que tu as vu, toi, où tu t'es dit, ouais, là, j'ai compris, c'est normal, il ne peut pas être normal avec cette enfance-là, par exemple. Des enfances compliquées, difficiles, avec parfois de la violence, de l'abandonnisme. Les enfants laissés eux-mêmes, où finalement la seule solution qui te resterait, c'est le repli sur toi et t'inventer un monde. Comment ça, tu es dans ton imaginaire. T'as vu un mec qui a tété sa mère pendant 20 ans? Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait, ouais. Et là, on est sur ce qu'on appelle les traumatismes infantiles précoces, en fait. Donc, c'est une famille de paysans, un peu rustres, illettrés, où le premier enfant avait déjà des troubles mentaux, si tu veux, une déficience mentale grave, profonde, et où le deuxième enfant qui va naître, si tu veux, est séparé des parents pendant plus de 6 mois. Alors, imagine-toi qui est jeune père, si tu veux, de ne pas voir ton enfant pendant 6 mois, tu n'as pas de véhicule, tu n'as pas le téléphone, ok? Tu parles difficilement le français, et tu ne sais pas comment va ton enfant. En fait, si tu veux, à la naissance, il y a eu un traumatisme à la naissance, il était né avec des forceps, et les médecins avaient un peu trop serré les spatules. C'est des sortes de spatules pour faire sortir l'enfant qui peuvent un peu abîmer la tête. Enfin, parfois, ça peut déformer un peu la tête qui reprend la forme normale. Ouais, mais alors là, ça avait beaucoup abîmé, parce que l'enfant a fait une crise d'épilepsie, un arrêt cardio-circulatoire à la naissance. Donc Marseille, la team Mon Enfant à Marseille, et les parents, si tu veux, font écrire des courriers par la voisine qui, elle, sait écrire. Et à l'époque, le courrier, on est dans les années 60, le courrier met 1 semaine pour aller du village à Marseille. Et donc, quand les nouvelles reviennent, tu vois le truc? Donc la mère, si tu veux, quand l'enfant est sorti de l'hospitalisation, a gardé son fils contre elle pendant toute sa vie, et elle le faisait téter toute sa vie. Mais même quand il avait 30 ans, 40 ans. Hein. Ah ouais. La maman en avait 70, 80. C'est inimaginable. Oui, en fait, tu vois des trucs... Inimaginable. Inimaginable. On ne sait pas ce qui se passe dans les hôpitaux psy. Tout à l'heure, tu me parlais de Villévrard, tu me dis c'est un hôpital à la campagne. N'oublions pas que quand les asiles d'aliénés ont été construits, après la loi de 1838, il fallait trouver des terrains loin des villes, à la campagne, parce que les 2 premières thérapeutiques, c'était la religion et l'air pur de la campagne. Donc la plupart des grands asiles en France ont été construits loin des périphéries. Et regarde, je ne sais pas comment c'est Villévrard, mais tous les grands hôpitaux psychiatriques, les anciens asiles, il y a des grands murs qui les entourent. Parce qu'on ne veut pas voir ce qui se cache derrière. Nous, on va bien, toi et moi. Comment ça se passe pour des mecs qui ont... des patients qui ont passé 20, 30 ans, 40 ans, tu disais même, dans un hôpital psychiatrique, quand ils sortent? Ils ne peuvent plus sortir. Ou on passe sur le médico-social, chez les copains dans des foyers d'accueil médicalisés, etc. C'est impossible. À l'hôpital, je veux dire, on a été leur... Là, ça va faire hurler les gens, mais c'est pas grave. On a été leur nounou. C'est nous qu'on s'occupait de savoir s'il y avait à manger. C'est nous qu'on les aidait à faire leurs soins. C'est nous qu'on les accompagnait. Certains étaient dans l'abandon. C'est difficile. Alors, il y a tout le côté médico-social. La problématique, c'est les places. Quand la psychiatrie, celle que j'ai connue, moi, a été créée, c'était pour répondre au plus près des habitants. On a démantelé la psychiatrie. On l'a démantelée. Qui s'intéresse? J'ai regardé les raisons d'internement en hôpital psychiatrique aujourd'hui. Il y a le déficit mental aussi. Ouais. Déficit mental, c'est à partir d'un certain QI. Comment c'est classifié? Alors, dans mon établissement à moi, c'est sorti de l'hospitalisation normale. C'est le pôle médico-social qui s'en occupe. Des gens spécialisés, éducateurs spé. Il y a moins de soignants que l'hôpital. Éducateurs, moniteurs, éducateurs, avec des centres d'aide par le travail, des foyers occupationnels, etc. Le handicap est géré de façon différente. Alors qu'auparavant, moi, dans le début de ma carrière, il y a maintenant 40 ans, ces patients déficients, avec des handicaps mentaux profonds, étaient mélangés aux autres patients. Il faut savoir qu'en psychiatrie, si tu veux, toi, tu vas te casser la jambe, tu vas aller en traumatologie à l'hôpital, tu vas avoir des problèmes cardiaques, tu vas aller en cardiologie. À l'hôpital psychiatrique, c'est toute pathologie confondue. C'est plutôt, si tu veux, la mesure d'hospitalisation qui va définir le lieu où tu vas être hospitalisé.
Donc il y a aussi bien des patients avec des troubles bipolaires, schizophrènes, des troubles interprétatifs, des conduites hystériques, etc. On peut réinsérer une personne qui est déficient mental avec un métier. Alors après, sur la déficience mentale, si tu veux, il faut voir le degré d'autonomie du patient. Hein, c'est pour ça qu'il faut des travailleurs spécialisés. Après, oui, on peut insérer. Le problème, c'est l'accompagnement. Et les moyens qu'on va donner à l'accompagnement. T'en as un qui travaille dans une pizzeria, tu donnes comme exemple. Ouais, alors, il a travaillé, si tu veux, on a essayé de le faire travailler en pizzeria. Surtout, on l'a fait travailler sur une chaîne de montage de pizzeria, si tu veux. Les trucs industriels. Ouais. Donc, si tu veux, le problème, c'est qu'il devait mettre des olives, en fait. En fait, tu veux, c'est un patient qui avait été réinséré. On était très contents de nous, si tu veux, les services sociaux. Il avait été réinséré. Le seul problème, c'est qu'il mangeait une olive sur 2. Donc, tu te rends bien compte que le contremaître nous a rappelé à la fin de la matinée, il nous a dit que c'était... Et en fait, il était très content parce que le contremaître, qui était gentil, lui a offert 2-3 pizzas qu'il a été fier de présenter à tout le monde en disant celles-là, c'est moi qui les ai faites. Et il y a des familles thérapeutiques qui peuvent recevoir aussi, peut être payées en gros par un hôpital. Oui, alors moi j'étais coordonnateur de ce qu'on appelle l'accueil familial thérapeutique, si tu veux. C'est des familles d'accueil recrutées par un établissement hospitalier psychiatrique. On connaît l'accueil des enfants, l'ASE, etc. On connaît l'accueil des personnes âgées. Mais on connaît moins l'accueil familial thérapeutique adulte. C'est des patients malades mentaux stabilisés qu'on met dans des familles d'accueil. Familles d'accueil qui peuvent recevoir jusqu'à 3 patients et qui sont rémunérés, si tu veux, avec un accompagnement d'une équipe de psychiatrie. Donc moi, j'étais seul à l'époque à faire ça sur l'hôpital où je travaille, si tu veux. Je visitais, j'étais un genre d'infirmier psychiatrique libéral. Ils sont payés combien pour ça? Alors, je sais pas. Juste pour rembourser les frais, ils font non, ça? non, c'est un salaire, c'est un métier. Ah oui, c'est leur métier. C'est un métier, avec un agrément, une maison aux normes, etc. C'est pas, tu vas pas t'improviser du jour au lendemain. Et puis, il faut faire une sacrée personnalité, parce que moi, j'ai eu un patient, j'en parle là, sur une maladie qui est devenue à la mode aujourd'hui, ça s'appelle le syndrome Gilles de la Tourette, si tu veux. On en a reçu un aussi. Voilà, donc ce monsieur, si tu veux, était dans... Alors, si tu en as reçu un, il y a des éclats de... Oui, il y en a eu. Des éclats verbaux ou physiques, si tu veux. Et ce monsieur, on le met dans une famille d'accueil qui est très pratiquante, si tu veux. La dame, c'est un peu la bonne du curé du village, si tu veux. Et il a été tellement angoissé dans cette famille d'accueil qu'il a injurié cette brave femme toute la nuit. Et de la traitant de tous les noms d'oiseaux, si tu veux. Elle est même jetée de l'eau bénite dessus pour le faire taire et le faire se calmer. Elle m'avait allumé des cierges partout dans la maison, si tu veux. Et elle nous a dit, venez vite le chercher parce que je ne vais plus pouvoir le garder. Donc on est allé le récupérer avec ma collègue Hélène, si tu veux. Et ils étaient tous éclatés, si tu veux. En fait, toute la nuit, ils s'étaient angoissés. Donc, recrudescence de tics verbaux et des insanités. Et cette brave femme a fait plusieurs prières toute la nuit, si tu veux, pour essayer d'exorciser ce patient, qui finalement, lui, a passé une bonne nuit, si tu veux. Et la famille d'accueil, si tu veux, nous a indiqué, quelques jours après, qu'elle mettait fin à notre collaboration, si tu veux, que pour elle, c'était trop compliqué. T'as quelqu'un qui a été interné toute sa vie à la suite du décès de ses parents. Ouais. Ça peut aussi déclencher... Ouais, l'émotion. Ouais. Une émotion, tout à l'heure on parlait des toxiques, si tu veux. Une émotion des drogues, ouais. Grave, hein. Et ça renvoie à nos capacités que nous avons, toi et moi, et nous tous ici, à vivre avec nos problèmes. Un monsieur qui s'appelle Boris Cyrulnik parle de résilience. On n'a pas tous les mêmes capacités de résilience, on n'a pas tous la même histoire. Ouais, chacun est regarde devant un événement, par exemple, toi tu vas réagir de cette façon, moi je vais réagir différemment, on va dire, mais t'as vu Guillaume, comment il réagit, il devrait pas, etc. Je connais pas ta vie. Et on ne connaît pas la vie des gens, en fait. On n'est pas égaux devant la maladie mentale, on n'est pas égaux. On n'est pas égaux sur rien, c'est le principe, on est différents. Mais qui plus est sur les maladies mentales. Ouais. On les gère pas pareil. Et donc, c'est quoi son quotidien à l'hôpital psychiatrique, à cette dame qui d'un coup va bien, elle perd ses parents, elle se retrouve en hôpital? Alors si tu veux, c'est très organisé, c'est très organisationnel. C'est la vie d'un hôpital, hein, avec tout ce que tu peux mettre en place dedans. Certains psychiatres, donc celui que j'ai cité tout à l'heure, Bonafé, disaient que c'est pas les murs de l'hôpital qui soignent. C'est pas le fait d'être hospitalisé. C'est le fait de faire parler les patients, si tu veux, de rendre libre une parole et de les accompagner au quotidien. Après, il faut que toi, si tu veux, tu choisisses ce que tu veux faire. Parfois, tu vas dire, j'ai joué au petit chevaux avec un patient pendant 1 heure. On va te dire, dis donc, tu as passé une drôle de journée, vous avez la planque à l'hôpital. Sauf si c'est un patient en état d'agitation maniaque, qui bouge dans tous les sens. Le fait de le faire asseoir, tu as déjà gagné ta journée. Lui, ça l'aura apaisé. Et tu te dis, demain, peut-être il va rester 10 minutes assis. Et donc, elle passait sa journée à l'hôpital, par exemple, après la mort de ses parents. Ouais. Donc elle passait ses journées à l'hôpital, si tu veux, à ramasser des cigarettes, les mégots, parce qu'une cigarette, ça coûte cher.
Et quand tu perçois que l'allocation d'adulte handicapé, ben, c'est pas grand-chose. Et en fait, et les trèfles à 4 feuilles. Elle vendait ses trèfles à 4 feuilles, si tu veux. Et puis, elle avait des pratiques un peu sexuelles, tarifées, si tu veux, pour les autres patients. Et elle avait une particularité, cette dame, si tu veux, elle avait déjà un physique un petit peu repoussant. Et on fait le choix, avec un copain infirmier, de l'amener, elle, et 2 autres patients. Tu sais, il y a le Festival d'Avignon, hein, c'est la grande messe du théâtre en France, etc. L'avantage, quand il y a le Festival d'Avignon, c'est que finalement, tu ne sais pas qui va bien et qui ne va pas bien dans la rue. Hein. Et donc, nous, on amène nos 3 patients, si tu veux, et elle passe son temps à bouffer les mégots, pas en Festival d'Avignon, si tu veux, à la terrasse d'un bar sur la place de l'Horloge, etc. Et à côté de nous, il y a une équipe de télévision de TF1 qui filme je ne sais pas qui, etc. Et je pense qu'ils nous ont pris pour une troupe de théâtre en se disant... Ah, il faut une performance. Ceux-là, tu sais qu'ils sont drôlement bons. L'autre, elle a bouffé les cigarettes. Il y en a un, il donnait des injures à sa femme toute la journée, avec des insanités. Et le troisième, il mettait le feu à tous les prospectus du Festival d'Avignon. Tant et si bien que les caméras, au bout d'un moment donné, un peu bloquées sur le truc, que la journaliste, je ne sais plus qui c'était à l'époque, nous regardait plus, nous, si tu veux, que l'interviewer. Et quand elle mange des mégots, tu lui dis arrête. Ouais, je vais dire arrêter, mais 5 minutes après, elle était en hospitalisation libre, elle faisait ce qu'elle voulait, quoi. Elle mâchait du tabac? Non, elle a croqué ses trucs, puis elle les recrachait. Quand elle avait une cigarette, elle la fumait. Donc t'imagines pour elle faire des... Tu sais, je travaillais avec un psychiatre qui parlait de mendicité affective. Quand tu es enfermé à l'hôpital psychiatrique, tu quémandes toute la journée. Hein. Est-ce que tu as une cigarette ou est-ce que tu as un café? Je rappelle ton livre, ça s'appelle Les Oubliés, Christian Perrier. Je vous mettrai le mail, je ne sais pas comment... Je donnerai mon adresse mail. Voilà, je vous mettrai l'adresse mail directement de Christian, ça vous intéresse, qui est formateur et qui a été donc infirmier en hôpital psychiatrique pendant 20 ans, qui raconte plein d'anecdotes, je vous les mettrai, donc ça s'appelle Les Oubliés. Je vais te poser des questions par rapport aux films. Parfois, on voit des choses dans les films, tu vas me dire si ça correspond à la réalité de ce que tu as vu ou pas. Allons-y. Avant de terminer l'émission. Dans les films, dès qu'un patient commence à s'agiter, 3 soignants imposants se jettent sur lui et lui font une piqûre. On le voit dans Les Visiteurs, comme ça, ou les petits cachets, etc. Est-ce que ça, c'est comme ça aussi? Alors, ça peut arriver. La problématique aujourd'hui, si tu veux, de la médiatisation de la psychiatrie, il n'y a encore pas si longtemps que ça, une équipe, je ne sais pas quelle chaîne c'était, quand les équipes de télévision s'intéressent à la psychiatrie, c'est pour faire du sensationnel. Sauf que ce qui est filmé en général, c'est ces unités, qu'on appelle les unités pour malades difficiles, où les patients sont des patients dangereux, c'est presque carcéral, mais il n'y a que du personnel soignant, et effectivement, de voir 3 infirmiers un peu costauds, qui sautent sur un patient, qui le piquent et qui l'attachent, ça fait du sensationnel. Mais ce n'est pas le quotidien de l'hôpital. C'est pas le quotidien. Mais non, c'est pas le quotidien de l'hôpital. On met les patients dans les films les plus dangereux dans une salle capitonnée, on les habille avec une camisole, tu en parlais tout à l'heure. Ça peut arriver, tu le disais. Alors, salle capitonnée, moi, j'en ai jamais vu. On appelle ça plutôt des salles sécurisées, si tu veux, où le lit est sécurisé et où on isole le fameux patient. C'est l'histoire dont on parlait tout à l'heure entre l'isolement et la contention. Où il y a l'isolement sur certaines conditions, attention à la contention. Dans les films, il y a toujours un patient qui semble un peu plus fou que les autres, avec des déguisements de Napoléon, etc., tu sais, qui se déguise, etc. Est-ce que ça peut arriver? Des déguisements de Napoléon, non. Mais se prendre pour Napoléon, oui. En fait, l'histoire de la folie suit parfois aussi l'actualité. Je pense qu'il y a plein aujourd'hui d'Emmanuel Macron dans les hôpitaux psy. Ah, qui se prennent pour le président? Voilà. Je connais quelqu'un qui travaille dans un hôpital et qui m'a dit qu'il y avait le shérif. Mais possible. Il était shérif. Ouais. Du jour où il est rentré jusqu'à aujourd'hui, c'est le shérif. Ouais. Moi, j'avais un patient qui se prenait pour le directeur de l'hôpital qui me signait des congés. Donc il me signait des congés, si tu veux. J'allais voir mon cadre, je filais les congés, et le cadre me dit arrête tes conneries, tu es aussi fou que lui. Je dis pourtant c'est un papier officiel. Incroyable. Il s'est pris pour le directeur de l'hôpital. Dans les films, les soignants surdosent les patients de médicaments pour être tranquilles. C'est des bêtises. C'est des bêtises. C'est pas possible. C'est de la maltraitance. Il faut que ces soignants-là fassent autre chose. Alors je dis pas que ça n'existe pas. Oui, bien sûr. Hein? Là on parle de la majorité. Hein. Voilà, mais c'est au bout d'un moment donné. Le problème c'est quand on ne connaît pas les choses, on véhicule des bêtises. Dans les films, les patients de l'hôpital ne guérissent jamais, ne sortent jamais. C'est vrai qu'on ne voit jamais. Des bêtises aussi. On utilise les électrochocs pour calmer ou soigner les patients, ça tu le disais. Oui. Ça s'appelle la sismothérapie. Dans les films, on peut voir des patients être lobotomisés à l'époque, tu te rappelles dans les films, donc c'était ouvrir le crâne, etc. Oui. Des expériences ça c'était dans les années 30, 40, etc. Pour les rendre dociles à l'époque, c'était. C'est un peu comme les électrochocs. Juste pour faire un petit souvenir, le premier médicament qui est le Nosinant ou la chlorpromazine est arrivé dans les années 50. Jusqu'avant les années 50, il n'y a pas de traitement. Il faut trouver des solutions pour calmer ces patients. Donc on tente un peu tout. Regarde Ratched sur Netflix.
C'est une série sur l'infirmière qui s'occupait de M. Jack Nicholson dans Vol au-dessus d'un coucou, si tu veux. Alors on transperce l'œil et on va tripatouiller le cerveau. Le cerveau humain a toujours fasciné les gens. On ne sait pas ce qui se passe dans notre tête. Donc là, on allait un peu traficoter. Oui, c'est pas très clair. Mais après, j'étais calme, les patients. Hein, ils n'embêtaient plus, ils étaient plus agités. Certains mouraient parce que je crois que les conditions d'asepsie ne devaient pas être trop... Pour terminer, dans les films, on voit les parents d'une personne ou le mari faire interner de force, et parfois, pas à juste titre, leur fille, leur femme, etc., quand ils veulent récupérer un héritage, quand ils veulent mettre sous tutelle quelqu'un qui a hérité, etc. Machin. Est-ce que ça, tu l'as déjà vu à l'époque? Non, c'est des bêtises, ça aussi. Il y a trop... je n'ai jamais vu quelqu'un, comme je te le disais, qui soit hospitalisé, qui n'avait pas de trouble mental. Qui n'avait pas de raison d'y être. Ouais. Je ne dis pas que ça n'avait pas existé. C'était peut-être le cas à l'ancien temps, au niveau des asiles, quand il y avait la tata qui pétait un peu les plombs. Et tu parlais tout à l'heure de chambres capitonnées et de la visite sur l'hôpital. Il faut savoir qu'à l'hôpital psychiatrique, enfin, aux asiles d'aliénés, quand ils ont été construits, il y avait des classes comme à la SNCF. Hein. Tu avais la première classe et les familles qui pouvaient payer. Tu avais la deuxième classe et la troisième classe. Donc ça veut dire que les conditions d'accueil n'étaient pas les mêmes. La nourriture n'était pas la même. En troisième classe, tu n'avais que le bouillon. En première classe, tu avais la viande et le poisson. Si tu payais, finalement... C'était pas gratuit à l'époque. Non, finalement, je ne sais pas si ça a trop changé. Hein. En fonction de ta couverture sociale aujourd'hui... De ta mutuelle, tout ça, ouais. Ben ouais, à l'hôpital, bien sûr. Mais après... Je voudrais bien qu'on termine, si tu veux bien, sur un sujet. On a reçu Loïc, un garçon sur ce plateau qui était psychopathe. Atteint de troubles antisociaux, des troubles antisociaux, donc c'est ce qu'on appelle la psychopathie. On avait pris les chiffres, c'était 1 à 4% des Français, enfin des humains en général, mais donc en France aussi, présentent des troubles de la personnalité antisociale appelés psychopathie. Est-ce que tu en as vu, toi, dans les... Alors, j'en ai vu, ouais. J'ai vu... Alors, c'était 2 frères, en fait, mais c'était 2 frères qui avaient un lourd passé, déjà, de prison, si tu veux, avec des troubles mentaux associés, qui avaient été reconnus irresponsables, à un moment donné, sur un passage à l'acte, si tu veux. Et ils sont morts tous les deux. Hein, et ils sont morts tous les deux. Ils ont été abattus lors d'un braquage d'un fourgon de la Brinks. Que toi, tu avais que j'avais, si tu veux. patient. C'était des patients doux et adorables, si tu veux. Et l'un d'entre eux, si tu veux, fait partie des patients qui m'a marqué aussi. Ce monsieur m'avait dit, avec toutes les conneries que j'ai fait dans ma jeunesse, par exemple, j'ai pas pu voir grandir mon fils. Ça me fait des frissons, si tu veux. Et quand le mien est né, quand Benjamin est né, si tu veux, il m'a offert une peluche. Venant de lui, le patient le plus dangereux que je connaissais, si tu veux, qui avait un lourd passé carcéral et psychiatrique, t'imagines un peu l'émotion qui était la mienne, je m'attendais à tout de ce monsieur, sauf à cet acte-là. En fait, c'est des patients, si tu veux, qui sont toujours en relation avec l'interdit. Leur maladie, c'est de jouer avec l'interdit constamment. Se mettre en danger ou mettre en danger les autres. Mais des vrais, que ces deux-là. En général, ils sont en prison. Donc lui, tu les as, et c'était pas lui qui était vigile? Si. Le paradoxe... Non mais c'est fou, ça. Ouais, on a eu, c'est bien. En fait, c'était le fou du bus. Et je raconte que des histoires de fous, et ça, c'est encore plus fou. C'est le fou du village, dangereux, tu sais incarcéré, déjà, violent, qui a déjà passé à l'acte. Qui est passé à l'acte, qui a braqué. Ah, ils le mettent en vigile de supermarché. Et ce mec était vigile, était le chef des vigiles. Il n'y a jamais eu de vol. Mais non. Le plus dangereux, c'est lui. Incroyable. C'est magnifique. Et donc, il était vigile, et un jour, il a pris des armes, il allait braquer un camion blindé. Et oui, parce que, si tu veux, ils sont toujours dans la relation à l'interdit. Ils vont... Ils sont morts tous les deux? Ouais, ils se fait battre, ouais. Par la police? Ouais. Parce qu'ils étaient armés. Ah oui, t'as eu beaucoup de patients décédés. Hein. Quand on parle de ça, c'est gravissime, ouais. On se rend compte que... Ouais. Alors, avant de terminer, je voulais parler des sevrages aussi. Les sevrages, c'est quand vous prenez de la drogue ou autre chose et que vous avez besoin de vous sevrer, donc c'est-à-dire d'arrêter le produit. Et parfois, quand on arrête certaines drogues, il y en a qui ont des bouffées, enfin, c'est pas bon du tout, et qui ont des crises, etc. Et toi, tu as eu une toxicomane, donc, qui était dépendante à plusieurs drogues, donc toxicomane au sens vraiment... polytoxicomanie, ouais. Voilà, polytoxicomanie, qui a demandé un internement d'elle-même pour sevrage. Donc c'est une fille qui va être dans sa chambre, sauf que tu vas découvrir quelque chose. Alors, il faut savoir aussi que les sevrages tels qu'ils étaient, sur la méthodologie du médecin addictologue à l'époque, si tu veux, il y avait 3 entretiens préalables. Les patients toxicomanes sont dans le tout de suite, par rapport à la drogue. Donc ils sont dans le tout de suite aussi, ce que j'ai connu moi, pour être hospitalisés. Et il s'avère donc qu'elle se présente, si tu veux, on fait les 3 entretiens, donc c'était un infirmier, un psychiatre, et ce qui avait fait le premier entretien
d'accueil et d'écoute, si tu veux, étaient ceux qui faisaient l'entrée la semaine d'après. Donc en fait, on la voyait le lundi, le mercredi, le vendredi. Pour voir vraiment s'il y avait une vraie demande derrière, parce qu'un patient sur deux venait le lundi, et quand on exposait les conditions de l'hospitalisation, qui était quand même un enfermement, il refusait le protocole de soins qui était mis en place. Et donc, elle, si tu viens en polytoxicomanie, donc je ne vais pas vous détailler les points d'entrée, hein, tout avait été testé et essayé. Et en fait, elle ne manifeste pas de syndrome de manque. Ce qui est assez impressionnant, si tu veux, sur le truc. Donc là, on a un peu la puce à l'oreille, si tu veux. Ayant été formé à ça, ayant eu cette habitude-là, il y a un truc qui ne va pas, si tu veux. Et symboliquement, quand elle est hospitalisée, si tu veux, elle est hospitalisée le jour de son anniversaire. Et le psychanalyste, qui est un psychiatre psychanalyste avec qui je travaille, si tu veux, croyait au symbole, il dit, en fait, c'est chouette que... Et en fait, elle rentre hospitalisée avec une plante, un genre de géranium, si tu veux, un vrai géranium, tu veux. Et son mari avait dit, ma chérie, pour ton hospitalisation, etc. Et le psychiatre autorise le géranium avec le poste radio, où bien sûr on avait bien fait attention à la place des piles, etc. Donc en général, le protocole, la patiente était en pyjama et elle signait un protocole, si tu veux. Et à tout moment, il faut mettre fin... et ressortir. Quand elle voulait. Et on a un peu la puce à l'oreille et finalement, moi, ce géranium, il ne me plaisait pas, si tu veux. Et quand un copain l'accompagne pour les soins de nursing, donc il était toujours, jamais seul, pour l'aider à ses soins de nursing, à faire sa toilette, je regarde le géranium et en fait, si tu veux, il y avait ça de terreau sous le géranium et un sac isotherme. Elle s'était fait ses cônes, si tu veux, et en fait, elle fumait à la fenêtre, donc le THC, elle fumait son THC à la fenêtre. Elle fumait son shit. Elle faisait son shit à la fenêtre, tranquille. Son petit bédo. Nickel. Donc bien sûr, quand elle est sortie de la salle de bain, on lui a rendu ses effets. Et là, on l'a mise dehors parce que c'était rupture. Alors, je ne comprends pas l'intérêt de demander à être en sevrage si c'est pour aller fumer en cachette, parce qu'elle a le droit de sortir, elle est majeure. Elle peut mettre fin au protocole de sevrage. Oui, donc pourquoi elle elle était venue parce que, à ce moment-là, c'était le moment donné où il y avait quelques descentes de police à la cité, et elle était venue un peu se mettre à l'abri à l'hôpital psychiatrique pour ne pas se faire un peu attraper. C'est incroyable. Et malheureusement, j'ai appris plus tard par la presse, en fait, qu'on avait retrouvé une patiente toxico-décédée dans le quartier, et c'était elle. Oh là là. Alors, pour terminer, si tu veux bien, il y a l'histoire d'une patiente que tu cites, et tu dis que tu t'en souviens encore tous les jours, 40 ans après, qui va te demander un jour du feu. Je m'en souviens 40 ans après parce que je pense qu'on n'a pas été vigilant, si tu veux, et que c'est en termes de responsabilité. Alors, c'était une patiente qui était en isolement, ça avait des troubles du comportement, si tu veux, et elle avait autorisation de fumer en présence du personnel. Donc, les soignants restaient avec elle, si tu veux, elle avait son paquet de clopes, le briquet, et le temps de la cigarette, qui était... Alors, la cigarette, il faut dire, dans les hôpitaux psy, c'était un vecteur de communication, hein. Ça l'est toujours. Hein. Et c'est le moment où tu peux parler... Ouais, voilà, autour de la clope et du café, quoi. Il y avait deux vecteurs de communication, me disait un psy, c'est la clope et le café. Ouais. Si tu bois du café et que tu fumes, tu vas être un excellent soignant. Moi, je ne buvais que du café. Et donc, si tu veux, cette patiente, le temps d'aller chercher le briquet, qui ne marchait plus, et quelques cigarettes, parce que elle pouvait fumer autant qu'elle voulait, si tu veux. Il n'y avait pas de restriction par rapport à l'isolement et sa persécution. En fait, elle entendait des voix très persécutrices qui lui disaient de se faire mal, en fait. Et malheureusement, elle s'est servie du pantalon, de son pantalon de pyjama, si tu veux, comme d'un lien, et elle s'est pendue au radiateur de cette chambre-là, qui n'était pas une chambre d'isolement, c'était juste une chambre où on avait juste mis un matelas au sol. Le moment où elle te demande du feu, tu vas chercher du feu, tu reviens... Mais je la laisse seule. Et j'aurais pas dû. Ou mon pote n'aurait pas dû, parce qu'on était deux à gérer le truc, si tu veux. Donc on était constamment avec elle, si tu veux. On prenait les repas avec elle. Et elle n'était jamais seule. En fait, il y avait un turnover de soignants, et c'est très culpabilisant pour moi, si tu veux. On a fait une connerie. Alors, le psychiatre nous a rassurés, et je l'en remercie en nous disant... Parce qu'après, tu vas chez un psychiatre... Le psychiatre était là, parce qu'il a fallu nous qu'on lâche, qu'on débriefe, hein, parce que psychologiquement, ça n'allait pas, bien sûr. Comme chaque fois que tu retrouves un patient qui a mis fin à ses jours, ça ne va pas. Et le psy nous a dit que, oui, ça s'était passé comme ça, mais que les idées étaient tellement persécutrices que un jour ou l'autre, ça n'aurait pas été là, elle serait passée, elle serait ailleurs. Mais bon, c'était là. Après 20 ans de psychiatrie, tu t'es mis à former, tu as arrêté dans l'hôpital en tant que soignant, et tu t'es mis à former les autres, justement, qui vont venir, pas que en psychiatrie, mais en quoi exactement? En infirmière générale? Alors, les infirmiers, c'est pour mes collègues, je m'occupe essentiellement d'aides-soignants, moi. Et donc, les histoires que je t'ai racontées aujourd'hui, je les raconte aussi à eux, parce que rien de mieux que un exemple. Des exemples. La psychiatrie, ça peut être pénible, 3 heures en amphithéâtre ou 4 heures en amphi. Et à partir du moment donné où tu étayes avec des images et que derrière tu vas mettre des mots,
les gens arrivent à comprendre parce qu'ils te disent, finalement, ça aussi, moi, je l'ai vécu. Alors que c'est pénible, hein, enseigner la psy. Et donc, si tu veux, maintenant, donc 20 ans à le vivre et 20 ans à le raconter. Tu dis, parfois tu racontes ce genre d'anecdotes, il y en a à qui ça peut faire peur et qui n'ont plus envie d'y aller. Bien au contraire, allez-y, quand même. On manque de soignants. Mais par contre, il faut savoir ce qu'on va y faire. Il faut être au clair avec soi-même, j'allais dire. Faut pas se mentir, quoi. Non. On va pas travailler dans un hôpital psychiatrique ou même dans une clinique psychiatrique privée, hein, comme on va travailler ailleurs. Il faut avoir, je crois, un certain état d'esprit. Déjà aimer les gens, premier truc. Savoir où c'est qu'on en est soi-même et être capable d'avoir des connaissances nécessaires pour accompagner ses patients. Et de pouvoir vivre enfermé pendant 8 heures, parce que ça, peu de gens en parlent. Ce serait quoi le meilleur conseil que tu puisses donner à quelqu'un qui veut se lancer en psychiatrie? Formez-vous. N'arrêtez jamais de vous former. Lisez. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. C'était sympa de te rencontrer, d'entendre tes histoires, tes anecdotes. Pour la petite anecdote d'ailleurs, pour terminer, tu t'es retrouvé là parce qu'il y a quelqu'un que tu formais, une stagiaire qui t'a dit... Qui s'appelle Amel. Qui s'appelle Amel, qui a enclenché le processus et qui, je pense là, dès la rentrée, va me demander comment ça s'est passé. C'est vrai. Merci à Amel. Alors, c'est elle qui a appelé. C'est grâce à elle. Hein. Elle a appelé, elle a sollicité tes équipes. Elle a envoyé un mail, je crois. Ouais, elle a dit, voilà, je connais quelqu'un qui, sans Amel, ne se serait pas rencontré. Merci à elle. J'ai juste une dernière question. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de mieux là, pour aider un peu tout ce milieu? Qu'est-ce que devrait faire l'État? Qu'est-ce qui manque? Déjà, je vais revenir sur mon diplôme, peut-être refaire une spécialisation en psychiatrie. Okay, aujourd'hui, on a des infirmiers en pratique avancée en psychiatrie, mais ce n'est pas suffisant. Il faut accentuer, redonner une image. Les fous, ça peut être nous, un jour. Okay, démystifier toutes les bêtises qu'on entend sur les hôpitaux psychiatriques. L'hôpital psychiatrique, aujourd'hui, s'ouvre à l'extérieur. Hein. C'est avec l'art, etc. Nous, sur l'hôpital où je travaille, il y a une troupe de théâtre, par exemple. Il faut diversifier les soins et, je crois, redonner un sens. Redonner un sens à la maladie mentale. Et pas croire que le fou, c'est l'autre. Il y a des gens qui demandent d'être internés quand ils ont une rupture amoureuse, qu'ils ont envie de se suicider, j'en sais rien. Il y a des gens qui sont, qui ont juste besoin d'une toute petite pause dans leur vie pour se reposer. Ouais. Et il n'y a pas de honte à aller consulter un psy quand on va mal. Hein. Parce que des fois, tout à l'heure on parlait de la famille, etc. Nos familles ne sont pas nos psys. Hein. Et il n'y a pas de honte à aller consulter un psychologue ou un psychiatre. Ou aller dans un centre médico-psychologique, voir un infirmier d'accueil, si ce n'est poser les choses quelque part. Si vous nous écoutez en podcast audio, je vous mettrai le lien dans la description sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Podcast. Merci de faire de Légende le premier podcast de France. Dans la description, vous aurez le lien pour commander, si vous voulez, le livre qui s'appelle Les Oubliés, de Christian Perrier, qu'il a auto-édité, que tu as fait toi-même. Tu t'es amusé à faire ça. Ça t'a fait du bien, tu dis aussi, ça a fait partie un peu de ta thérapie d'écrire. Il fallait laisser... La seule façon de laisser des traces, c'est d'écrire les choses. On n'est que dans l'oralité. Ouais, ou de faire des vidéos, ça reste dur. Ouais, mais oui. Et moi, je suis d'une vieille génération. L'écrit, pour moi, est important parce que l'écrit amène une autre connotation, amène un peu plus d'humanité aux choses. D'autres anecdotes dans ton livre, on n'a pas évidemment pu tout citer en une émission. Je vous mettrai dans la description sur YouTube. Si vous nous regardez, abonnez-vous. Ça nous aide vraiment à avoir des invités encore différents, de plus en plus nombreux. Vous êtes chaque mois 150 000 environ à vous abonner. Merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas donc, à liker la vidéo, mettre la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. Et puis à commenter l'émission aussi. On aime bien lire les commentaires. Tu iras voir les commentaires ou pas? Avec grand plaisir. Tous. Vous pouvez mettre la petite cloche comme ça. Vous êtes au courant des prochaines sorties. Les mercredis, vendredis, dimanche. Je vous mets 3 émissions, 3 interviews ou documentaires par semaine. Merci Christian d'être venu, c'était cool. Merci Guillaume. Merci à toi. Merci de votre accueil. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission aussi. Merci à vous. On se retrouve très vite de toute façon pour une prochaine vidéo sur Légende. Ciao tout le monde.